Émission 775. Cette semaine, Radiant Black, volume 1. En direct de Montréal, Québec, Canada. Vous écoutez, oui, les mystérieux étonnants. Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Les Mystérieux Étonnants, une émission en balado-diffusion dédiée au BD et à l'ensemble de la culture populaire. L'ensemble? Ben oui, Benoît Mercier au micro et cette semaine, je suis entre une équipe dont les membres sont radieux. Je vous les présente à l'instant. Ben oui. Le premier, je ne l'aurais pas cru comme à cause Ben de... C'est l'agent Tikawa. Chris d'agent Tikawa. Le premier, je ne savais pas qu'il était un genre de gars du 10-30. Gauthier Langevin est avec nous. Salut Gauthier. Salut! Hello. Et peux-tu croire que j'ai toujours pas encore mis les pieds dans le 10-30? J'ai la chienne de remplir. T'as-tu Genre, tu sais, je regardé suis des allé photos? dedans, là, me promener, Ouais. j'ai regardé des photos, j'ai regardé même des plans Mhm. aériens de l'endroit, mais je suis pas rentré encore. J'étais allé Ça va me une prendre. seule fois avec ma sœur jadis, mais je suis parti de Brossard juste à temps que le 10-30 se fasse construire. Je suis T'es-tu parti. perdu en essayant de sortir? Non, Brossard, non, c'était simple. J'ai pris la 45. Non, mais le quartier 10-30, là, tu sais, comme ils font ça comme une espèce de labyrinthe là, pour pas que tu sois jamais capable de sortir. là. Ah, mais c'est ma sœur qui conduisait. Moi, j'ai pas de permis de conduire. Je sais pas conduire. C'est vrai, mais Mais oui, c'est vrai. Et je veux pas tuer du monde, je serais pas bon en char, je pense. Le dernier a bientôt comme coloc un ectoplasme. Jake Dion est avec nous. Salut Jake. Il était sur Gauthier la dernière fois. Fait que... Il était entre Ouais. Gauthier et Marie-Lune. Et ce n'était pas un ectoplasme, mais le reflet de la caméra, Ben oui. du feu sur la caméra. Ben ouais. C'est Ben ça. ouais. On l'a eu ce débat-là, Jake. On a tous décidé que tu avais raison. C'est ça. Fais ça. Fait que t'étais où, Jake? T'étais malade la semaine passée. Qu'est-ce qui se Ben passe oui, avec toi? j'étais malade. Ah, puis Mhm. je voulais comme être badass parce que la veille, j'étais comme correct, même que j'ai parlé à Gauthier. Puis, Hey, jusqu'à la dernière minute, là, t'étais Ouais. comme oui, je vais être là, oui. puis tu sais, j'étais comme, bon, m'a mouché, m'a toussé, mais tu sais, au pire, je vais. M'a viré ça en gag, En joke. puis m'a dit je suis là, les gars, je suis là. Mais écoute, une couple d'heures avant le show, parce que Ben, tu nous le dis souvent, que t'aimes ça te faire prévenir en avance S'il quand vous on plaît, vient pas. oui. Fait que là, j'étais comme, OK, non, je peux pas le choquer, là, Chris, 2 heures avant le show. Puis là, plus ça avançait, man, je faisais de la fièvre, genre, je commençais à avoir des ectoplasmes partout. Fait que c'est il a fallu que je fasse. Puis en plus, c'est ça, je suis allé me coucher. Puis je me suis dit, peut-être que une petite sieste, ça va me remettre dedans. Mhm. Tu sais, quand on est malade, là, Ouais, faire ouais, une des petite fois, sieste, ça- ça nous remet full dedans après. Ben oui. Fait que. ma T'as-tu fait blonde est l'erreur venue de me prendre voir. trop de sirop ou qu'est-ce que... C'est ça, ma blonde est venue me voir. Puis elle a dit, allô, tu dors? Puis je suis comme, oh, je fasse les mystérieux. Puis elle était comme, hein, c'est les mystérieux étonnants? Ouais. Ben là, t'es sûr que tu vas être capable? Non, je veux pas. Mais là, dis-le à Ben avant que ce soit trop tard. Il est déjà trop tard. Oh, pauvre minou. Oui, fait que hey, Pas le ça a fièvre. été intense, là. Mm. Une vraie grippe. Une vraie, là. Fait que ça commence à aller mieux. Ça commence à aller mieux, genre, mettons, vendredi. Mais je dirais que je suis pas rétabli à 100% encore. Fait que, tu sais, une real one, là. Ouais, là, il faut que tu sois prêt là, pour le Salon du Livre, en fait, cette semaine, là, Jake. Ouais, puis c'est ça. Puis je recycle toutes mes nouvelles de lundi passé. Ah, ben que j'ai écoute, pas je pu m'attendais pas à moins, Jake. On sera Yes. rejoint par notre ami Laurent Boutin qui termine son corps chez une librairie quelque part à Montréal, sur Saint-Denis. Il va être un peu plus tard qu'à l'habitude parce qu'il a rangé son bicycle, parce qu'à Montréal, les rues sont maintenant glacées. Tu vois, l'ectoplasme est avec toi, Jake. On l'entend. Ben oui, des bons poumons. ça. Mucus. Mucus ectoplasmique. Mais je voudrais commencer avec des plugs, messieurs, parce que je l'ai mentionné, là, Jake, tu es au Salon du Livre, mais Gauthier, tu vas être là aussi avec tes maisons d'édition. Oui. Puis, regarde, on est dans l'indie, là, on va se le permettre. Là. Puis, anyway, on est extrêmement transparent par rapport à nos liens d'affiliation. Fait que vas-y donc ton pitch du Gauthier. Vas-y donc, c'est quand tu es au Salon du Livre, les éditions, qu'est-ce que vous allez présenter? Ça mange quoi en hiver? C'est très simple. Je vais être au Salon du Livre de mercredi jusqu'à dimanche. Ben, en fait, pour toute la durée du Salon du Livre, au kiosque 1005, 1005, dans la section de distribution Gallimard, diffusion Gallimard.
Et puis, c'est les maisons d'édition Nouvelle Adresse, puis Front Froid qui vont être sur le plancher. Donc, on publie de la bande dessinée depuis maintenant 5 ans? 17 ans. Ouais, ça, c'est avec Front Froid. Ouais, c'est ça. Avec Front Froid. Puis, récemment, mes collègues Marie-Claude et Renaud m'ont rejoint pour faire la collection Nouvelle Adresse, qui est un petit peu plus spécialisée en roman graphique. Donc, Front Froid, on fait des littératures de l'imaginaire, donc plus de la science-fiction, du fantastique. Et puis, Nouvelle Adresse se spécialise dans les récits intimistes. Mais bon, on n'aime pas ça, là, des fois, là, classer ces affaires-là comme ça, mais nous, ça nous aide beaucoup. Ça aide les lecteurs, ça aide les libraires, ça aide tout le monde. Fait que on fait encore ça. Mais reste que les auteurs changent beaucoup là, d'une place à l'autre. Je veux dire, Cab a publié Vers nucléaire chez Front Froid, puis un passé chez Nouvelle Adresse. Donc, cette semaine, tous les auteurs, toutes les autrices qui ont publié une nouveauté chez Nouvelle Adresse et ou Front Froid vont être en dédicace à un moment ou à un autre pendant la semaine. Donc, on a publié justement U-Town, puis l'intégrale de Vers nucléaire. Donc, Cap va être là. Axel Lenoir va être là pour le 2e tome de Si on était, qui était publié dans Curium en prépublication, puis qu'on fait en album. Geneviève Biguet, qui a fait Parfois les lacs brûlent, qui est un récit fantastique qui se passe au Québec, qui est malade, qui a des super belles reviews en ce moment. Là. On est vraiment contents. C'est un premier album qui a beaucoup de succès. Caroline Lavergne avec, j'ai juste le nom de son film, le film de Sarah, qui est paru récemment, qui a on en parlait la très semaine bon passée succès aussi. Fait que c'est ça. Donc, on va être là. Moi, je suis là comme quasiment tout le temps. Donc, mercredi, jeudi, samedi, dimanche en après-midi, là, c'est pas mal tout le temps sûr que vous allez me trouver au kiosque 1005. Ça va être une grosse semaine, ça. Ouais. Ça va être intense. Puis là, il faut que je finisse de corriger. Il me reste comme une couple de centaines de mots là, pour finir mon histoire du mois de janvier. Là. Fait que je vais essayer de finir ça cette semaine, puis envoyer ça à Jake pour... L'illustration. L'illustration pour qu'on trippe ensemble encore. Des petits bonhommes. M'a dessiné des petits bonhommes. Justement, Jake, toi, tu es au Salon du Livre à partir de jeudi, je pense. Oui, moi, je suis là jeudi, vendredi, samedi. Juste en après-midi soirée. C'est-à-dire, jeudi, je suis là de 4 à 20 heures à la table d'Hachette. Donc, chanson noire. Et vendredi, je suis là de 16h à 18h encore à Hachette. Et ensuite, je switch et je m'en vais au stand de À lire de 6 à 7h30, 18h30 à 19h30. Puis samedi, je suis là de 15h à 16h30, excuse, à lire aussi. Fait que je commence par Chanson noire chez Hachette. Vendredi, je fais les deux, puis samedi, je finis avec Alice chez À lire. Puis moi, je serai ici toute la semaine et la fin de semaine. Pour, ben c'est ça, c'est que samedi soir, je vais être sûrement dans un karaoké aussi. Là. Vous pouvez me trouver là. Sûrement, Patrick. Oui, pas choix. Ouais. Les gens de l'édition font beaucoup de karaoké. Ça me surprend toujours. Un gros sport. C'est probablement le cardio de l'année. Très sérieux. Même, il y a une soirée où Olivier Carpentier, avec qui je fais Far Out, il chantait avec Patrick au karaoké. Puis là, Patrick s'est comme mis à s'énerver. Puis là, il était comme non, on recommence. La toune, il y a un glitch dans la toune. Là, recommencer ça, là, c'est pas la bonne toune. C'est ça. Là. C'est sérieux, le karaoké. Oui. Ah, mais Oli, des années, là, même. Oli, là, pour vrai, là. Oui. C'est une fucking bête de karaoké. La dernière fois que j'étais allé au karaoké avec, justement, Patrick était là aussi. C'était à Québec. Puis, man, les gens l'acclamaient après sa toune. Mais ben oui, c'était pas ses amis. Tunes tough, là. Il fait tout le temps des tunes super difficiles. Painted Black. Painted Black. Fuck! Ouais. Puis, man, il était dedans, là. Puis, genre, à la fin, le monde gueulait son nom. Puis, il était comme, yeah! Non, il est hot en Chris. Ça va être malade. Et si vous allez voir Gauthier et Jake au Salon du Livre de Montréal, dites-leur que les Mystérieux Étonnants vous envoient. Comme ça, je vais pouvoir utiliser ça comme levier émotionnel pour les contrôler. Donc, faites ça, s'il vous plaît. Mais non, c'est une manière en même temps de voir l'impact, je pense, du show, parce que c'est très difficile à quantifier, mais on le voit dans les salons, dans les événements auxquels on participe. Absolument, vous êtes au rendez-vous. Vous nous écoutez, hein, vous écoutez les suggestions de lecture que l'on fait, puis c'est fort apprécié d'ailleurs de vous rencontrer dans
dans la vraie vie. Il y a Hey, messieurs, un an, il y a oui? quelqu'un qui s'est reviré de bord en entendant le son de ma voix au Salon du Livre de Montréal. Ça fait ça des fois, oui. Puis ça faisait 4 ans que je n'étais pas au show, et Ouais. non pas 8, hein, comme certains membres du Discord disent. Puis j'étais comme, voyons, man, comment ça se fait que t'as reconnu ma voix, genre, dans le milieu comme de plein de monde? J'étais sur le cul. Oui, Bravo, ça bravo, faisait monsieur. ça au Comic-Con. Les gens se retournaient quand Simon et moi, on discutait. D'ailleurs, Fucké. Simon n'est pas là cette semaine. Il est un envoyé spécial. Il est dans un événement en ce moment. Ça se peut qu'on va peut-être entendre parler de lui tantôt. Je vais vous dire ça tout de suite. Là. Il est sur le terrain. C'est rare qu'on fait ça au mystérieux, mais il est sur le terrain. Donc, tantôt, on va peut-être avoir un appel durant l'émission. C'est bien Hey, Jake, je pense qu'il y a une des choses que tu as découvertes cette année, en 2022, l'an de grâce 2022, c'est les Power Rangers. C'est la série que tu n'écoutais pas quand tu étais jeune, puis qui finalement, à 40 et quelques ans, tu t'es rendu compte que c'était fait pour toi. Là. C'est un algorithme qui a créé une série pour Jake Dion de 10-12 ans, mais tu l'as découvert à 40 ans. Et vous avez sûrement vu passer la nouvelle. J'imagine que Jake, tu sais de quoi je parle. Ben oui. Jason David Frank, qui était un des acteurs originaux de la première mouture des Power Rangers, je parle de celle américaine de 93, est décédé au courant du week-end. Il a incarné le Green Ranger, le White Ranger, le Red Ranger, le Black Ranger. Tommy Oliver, hein, pendant 3 saisons, 123 épisodes et plusieurs caméos dans les différentes séries de Power Rangers qui ont suivi. Wild Force, Turbo, Zeo, Dino Thunder, Mega Force, Ninja Steel, Hyper Force. C'est ça qui est fucked up des Power Rangers, c'est que c'est une série jeunesse, mais il y a des clins d'œil et des caméos à des choses qui se sont passées il y a genre 20 ans, genre 30 ans. C'était assez exceptionnel comme franchise. Ça a rapporté énormément de succès et ça continue d'ailleurs encore. Jason David Frank était aussi un acteur, mais aussi un amateur de MMA. Il pratiquait le taekwondo, le muay thai, le judo, le jiu-jitsu brésilien et plusieurs autres arts martiaux. Il laisse dans le deuil 4 enfants. Et trigger warning, ça semblerait que ce soit un suicide. Il avait 49 ans. Je pense qu'il était aux prises avec des enjeux de santé mentale depuis un moment. Et d'ailleurs, j'en profite pour vous dire qu'il y a un site internet suicideprévention.ca qui existe pour plein d'informations si vous avez besoin de quelqu'un à qui parler. Je donne ce site-là en particulier parce que les gens nous écoutent à travers la province, mais aussi à travers le pays. Donc, si vous êtes au Manitoba, je ne vais pas vous donner un numéro de Montréal. Puis là, je suis la cause de la mort de quelqu'un. Donc, allez voir le site suicideprévention.ca ou parlez à quelqu'un. Ça a l'air niaiseux. Je sais que c'est la chose qu'on dit toujours quand on traite de ces sujets, mais ça fait toute la différence. Donc, puis aussi, tu sais, c'est que parler à quelqu'un qu'on connaît pas, il y a quelque chose de libérateur là-dedans. Ouais. Ben, Dr. Key en parlait dans son Twitch, Jake. Je sais pas si t'as écouté. Ouais, fait que tu sais, t'as pas l'impression, premièrement, de déranger un ami, parce que ces gens-là sont là pour ça. Puis de deux aussi, tu sais, tu peux dire des choses sans répercussion dans ton environnement. Tu sais. Ouais. Tu peux dire, ça me fait chier à chaque fois que je vais souper avec tel, mettons. On s'en crisse. La personne est là juste pour écouter, puis ça peut faire beaucoup de bien. Exactement. Donc, c'est quand même un gros morceau. Là. On a Kevin Conroy la semaine passée, puis on a le Green Ranger. C'est 2 grosses figures de la culture pop. Toi, d'ailleurs, Jake, t'étais pas là la semaine passée, puis on s'en est pas reparlé de vive voix, étonnamment. Comment t'as pris ça, le décès de Kevin Conroy? Ah, écoute, ben, écoute, comment je pourrais dire ça? Tu sais, c'est comme, il y a une légende qui part, puis dans ma tête, c'est pas encore arrivé. Dans ma tête, il y a d'autres projets, puis je vais entendre la voix de Batman. T'sais. C'est quand que les nouveaux dessins animés ou les nouveaux jeux vidéo, puis là, ça va être une autre voix, là, ça va faire « Ah, c'est vrai, ils ont pas choisi quelqu'un d'autre. Kevin Conroy depuis là. » Ouais. Fait que, man, il a fait quel travail monumental. Puis je jasais avec Simon un peu, puis on parlait du film Mask of the Phantasm. Puis, man, la performance des voice actors, là, Kevin Conroy, mais Mark Hamill là-dedans, il est hallucinant, incroyable. Fait que, ben, merci pour ce beau travail. Exact. Ce qui est, je veux dire, on est tout le temps un peu surpris quand une personne qu'on a respectée ou qu'on suit la carrière meurt, mais ça fait partie de la vie. Ce que je trouve beau, par contre, de notre époque, puis Dieu sait que je gratte pour essayer d'en trouver, c'est l'idée qu'on patauge au pied de géant. T'sais, on est laissé avec beaucoup de legs culturels, puis tellement de références que c'en est vertigineux. La quantité de choses auxquelles on a accès aujourd'hui
qui ont été faites dans les dernières années, mais aussi au cours des centaines de dernières années. Puis je trouve ça impressionnant. Ça, c'est un petit morceau de puzzle dans un gros casse-tête de la race humaine, puis je trouve ça beau. Donc, c'est comme ça que moi, je décide de le réintégrer, d'essayer de composer avec la mort, finalement. Hey, messieurs, je me donnais plutôt la parole à Gauthier. Commencer avec son beau petit béni sur la tête. Oui, je suis arrivé vite à la maison. Ben oui, il n'a même pas eu le temps de bouillir son eau, toi, chose pour son ça, thé. j'ai une petite eau chaude, mais pas tant bouillante que ça. Non, c'est ça. Ouais, ça sera pour après. Ben écoutez, moi, je continue ma série des critiques de livres de science-fiction avec des belles couvertures. Yay! Ouais, Et cette semaine, je vous recommande chaudement. C'est vraiment... J'ai trouvé un auteur... comment dire? J'ai trouvé un auteur que à chaque nouvelle que je lis de lui, je suis comme un petit peu jaloux de lui. Parce que j'aurais aimé ça, avoir ses idées avant lui. Puis je suis comme, wow, t'es malade. T'écris tellement bien, t'as des bonnes idées. Puis... tu sais, quand on est jeune, on a tendance à être comme un petit peu, tu sais, à en vouloir, là, tu sais, à ce monde-là, là, mais comme moi, avec le temps, j'ai comme appris à juste être en admiration. Puis là, vraiment, là, ça, c'est un cas, je suis en admiration avec cet auteur-là qui me fait penser à un jeune William Gibson mélangé avec un petit peu de Cronenberg, mais pas tant que ça. Il s'appelle Rick Larson. Et il a écrit un recueil de nouvelles qui a été traduit récemment aux éditions Triptyque qui s'appelle « Rêves de drones et autres entropies ». Donc là, je vous montre à l'écran la couverture, mais je vais vous décrire ça. Là. On voit une espèce d'androïde de profil qui boit une bière avec en background du feu ou du magma, comme dirait Dr. Evil. Est-ce que ça a été fait dans Midjourney? Non, même pas. Là, c'est peut-être parce qu'on est à la télé. Mais non, c'est fait par Katerina Belikova, qui est sur Instagram. Vous pouvez la trouver sous le nom de Ninja Joe. Puis, elle fait du made painting. C'est vraiment très beau. Là. Toujours des sujets de science-fiction vraiment très bien réalisés, plutôt sombres. Moi, c'est... Donc, un auteur puis une illustratrice que j'ai découvert grâce à cette édition française chez Triptyque, parce que, bon, c'est ça, Rick Larson, c'est un auteur canadien d'origine nigérienne, mais qui a grandi au Canada, puis son ouvrage là, qui est proposé chez Triptyque, c'est vraiment une anthologie de plein de nouvelles qui vont de, tu sais, ça peut être 2 pages, ça peut être 15 pages, ça se lit vraiment super bien. On est vraiment dans une espèce de futur dystopique où l'intelligence artificielle a pris quand même une certaine importance dans la société, deviennent de plus en plus sentientes, émotives, mais c'est beaucoup sur les relations interpersonnelles dans un futur dystopique. Puis j'ai toujours pour mon dit que les meilleurs récits de science-fiction, c'est ceux qui nous font croire que les personnages vont faire caca. Ouais, OK. Dit de manière très crue. Oui. Si j'ai l'impression que le personnage va faire caca quand il se lève le matin, c'est un bon signe. Ça veut dire que tu y crois. Ben, que c'est pas juste un archétype, que c'est pas juste une espèce de ceci est le héros. Et il tire du fusil. T'sais. C'est fucké qu'est-ce que tu dis, parce que je suis d'accord, mais en même temps, je mettrais un bémol. Parce qu'il y a des types d'histoires où les personnages ne sont pas réels et ça marche quand même. Ouais, ben c'est les plus courtes, qui ne donnent pas l'impression de rentrer dans un univers complet, vont mettre l'accent surtout sur soit des émotions ou des thèmes ou... quand l'accent est ailleurs, c'est sûr que c'est bien, c'est très bien aussi. Mais tu sais, comme mettons, tu sais, Game of Thrones, tout le monde va chier dans Game of Thrones. Tu écris, tu écris. Puis tu sais, tu vois, puis sans niaiser, tu vois un jeu d'échecs, puis tu l'imagines dans ta tête qu'il y a genre des esclaves qui ont fait toutes les petites pièces d'échecs. Legolas, il va pas chier, lui. Legolas, genre, il regarde la lune, genre, tu sais. C'est ça qu'il fait, là. Est-ce qu'une histoire est meilleure qu'une autre? Je pense pas. Je pense pas que Game of Thrones est meilleur que Lord of the Rings, mais c'est deux... tu sais,
Luke Skywalker, il va pas chier. Non. Mais je Non. pense que ce que Gauthier essaie de dire, c'est que lui, il préconise les histoires où les gens vont le faire caca. C'est ça Ouais. qu'il veut Ben, dire. non, ben, c'est que Non, mais dans le sens de la métaphore, bien sûr. Là, c'est ce que... Mais tu sais, Jake, ce que tu dis, tu sais, t'as pas décrit Legolas en train de faire un duel à l'épée, genre. Mhm. T'as décrit Legolas en train de faire une action qui est comme full humaine, un Ouais. peu nostalgique. Ça, pour moi, c'est faire caca. Ah, OK. Bien, OK. Tu sais, Bon. dans le sens Bien où dit, bien dit. t'apportes quelque chose, t'apportes une profondeur, que ça soit cliché ou en apportant comme plein de détails super. Tu sais, c'est pas ça. Le but, c'est d'ajouter de la vraisemblance au récit. Puis ça, il y a plein de manières de le faire. De la dimension, tu veux dire, comme du volume? Du volume, de la profondeur. Tu sais, pour moi, c'est ça. Tu sais, les grands écrivains vont être capables de le faire de plein de manières différentes. Puis ça, j'ai l'impression que Rick Larson, justement, réussit à le faire dans ce recueil de nouvelles-là. Il va toujours te surprendre justement par la manière dont il va réussir à ajouter de la vraisemblance à son récit. Que ça soit une histoire où on suit une marchande d'air à vendre l'air dans sa rue, puis elle va tomber en amour avec un gars qui partage la même couchette qu'il loue. C'est comme une espèce de pod, là, comme à Tokyo, là, des petits pods, puis ils s'échangent ça. Elle va travailler, lui, il rentre de travailler, puis ils se croisent, puis c'est une histoire d'amour. Puis la manière dont la nouvelle se termine, il n'y a pas de... Il n'y a pas de grands péripéties, il n'y a pas de... ça finit pas dark au bout, c'est juste... c'est leur histoire d'amour, Puis ça, c'est entrecoupé, de d'autres histoires qui sont plus intense que d'autres, mais c'est vraiment, je vous le recommande. Rappelle donc le chaudement. titre, s'il te plaît, Gauthier. Rêve de drone et autres entropies. Rêve de drone. Rick Larson. Oui, Yes. on dirait qu'il y a vraiment un pen name, là. Oui. Mais c'est vraiment son nom. J'y ai écrit cette semaine pour lui demander s'il était pour être au Salon du Livre de Montréal, mais il est encore en Europe en voyage. Fait que sa traductrice, par exemple, va être là au Salon du Livre de Montréal. Oh, cool. Émilie Laramé, qui a fait un très bon travail. Puis ça m'amène à vous parler de la traduction, justement, qui est vraiment bonne. C'est pas traduit comme si c'était traduit par des Parisiens. Puis Okay, ça, c'est pas The Road, là, la route, là, parce que ça... Ouais, puis tu sais, les endroits où les personnages vont dire fuck dans la version canadienne-anglaise, ben ils vont dire fuck dans la version franco-québécoise. Ils se permettent comme des petits... Des petites contorsions à la langue comme classique française de traduction, là. Puis ça fait vraiment du bien. On y croit un petit peu plus, je trouve. C'est plus lousse. Fait que bravo pour cet ouvrage. Ouais, thanks, man. Vas-y donc, mon Jake. OK, je vais vous parler de quoi, mais ça va starter une discussion. Bon. C'est ça qu'on Ah non, je la garde pour plus tard quand Laurent va arriver. Excusez, Okay. je switch. Je vais vous parler d'un documentaire que j'ai écouté sur... moi, j'ai une fascination pour l'auteur et réalisateur et scénariste Hideaki Anno. Ben, tu sais qui, Hideaki Anno? Tu l'as déjà mentionné souvent, mais je Déjà pense pas avoir mentionné. lu de ses œuvres, malheureusement. Donc, c'est le créateur de Neon Genesis Evangelion qui a réalisé... C'est ça, je voulais que Simon chante la tune thème. On a appris qu'on pouvait la mettre à toutes les sauces, genre « Je m'en allais au manger du poulet ». Tu sais, genre, tu peux dire ça. En tout cas, whatever. Ouais, je vais aller au manger du poulet. Ça, c'est vrai que ça fit. C'est ça les affaires, là. Fait que, écoutez, tu sais, l'année passée, je crois, il a terminé sa saga de Evangelion, c'est-à-dire les Rebuild, parce qu'il y a la série télé, il y a le film. Après, il s'est consacré à quelques films live action. Ensuite, évidemment, Shin Gojira, qui a été un immense succès au Japon. Dernièrement, il a produit le film Shin Ultraman avec Shinji Higuchi, qui était là à Fantasia. Hein, puis que ça m'a fait de quoi? Parce que j'étais comme... C'est qui a de l'air nice? Shinji Higuchi. Bref, il y a un documentaire qui est sorti sur son dernier film, sur un peu la crise
que toute l'équipe ont traversé en travaillant sur le dernier chapitre d'Evangelion. Et je le cherchais, parce que j'ai entendu ça dans un podcast, je cherchais partout, puis le monde disait que c'était sur Amazon. Finalement, c'était juste sur Amazon aux States. Puis là, j'étais frustré. Et là, finalement, j'ai su que NHK, qui est la station genre Radio Cannes du Japon, là, La grosse station publique. publique, ouais. l'avait mis légalement sur Archives. Internet Archives. Internet Archives. Ouais, oh shit. Donc, fait que là, j'ai tapé ça. Je fais, oh mon Dieu, c'est là. Fait que là, je me suis tout tapé ça. Et c'est vraiment fascinant. Évidemment, il faut être intéressé par le sujet, c'est-à-dire l'auteur. Les gros robots. Non, ça parle pas Non, de c'est gros robots. plus, Non, ça parle ouais. plus de création, de dépression, de comment qu'on fait pour se rendre au travail quand on veut plus travailler. Ouais. Comment qu'on fait pour se Là, tu me débarrasser parles. d'une franchise qui nous suit comme une ombre démoniaque, puis qui a changé l'industrie de l'animation, puis que ça nous pèse ses épaules, puis qu'on veut plus rien savoir, mais Chris, faut le faire pareil. Et t'as Shinji Iguchi, qui est un gars qui a travaillé aussi sur Evangelion, qui est un ami d'Anno, qui est là partiellement, puis à chaque fois qu'il est là, il fait des blagues. Puis là, j'étais que, ah, ça, c'est mon Shinji, ça. Ah, ça, là, ça, c'est le gars qui était à Fantasia, qui faisait rire tout le monde, là. Oui, je le feel. Excuse-moi, Oui. je dois t'arrêter 2 secondes, Jake, parce qu'on a nos envoyés spéciaux qui sont en train de. Sur le terrain. ben! Ah, Colin. On a Wow! Étienne Forêt et Simon Chénier en direct. Live. Wow! Allô? Qu'est-ce qui. Sur le terrain. Sur le terrain. Voilà. Qu'est-ce qui se passe avec vous autres? Écoute, on est en ce moment, là, check, là, si vous pouvez voir là, le décor. Là. Regardez-moi la belle fontaine Noël. Oh, shit. Ben ouais. Le jardin. On est effectivement au complexe des jardins, mais en fait, on s'en va à la place des Arts pour aller voir le film 23 décembre. On a été invités là. Puis, évidemment, on va vous en parler à notre prochain épisode de Noël chez les Arts. Hey, la grosse affaire, toi, chose. Une exclusivité sur Jet le set. terrain. Wow. Fait que c'est un épisode de Noël chez Isidore prochain. On se croirait à Flash. Ben oui. Ben, c'est incroyable. Puis là, quand tu dis que vous êtes fait inviter, genre, vous êtes fait inviter officiellement ou genre, vous êtes invité entre vous autres? Jake, je vais te décevoir en te disant que j'ai absolument rien compris de ce que tu as dit, car je n'entends que la fontaine en ce moment. Ah! C'est un bon choix de décor, mais qui finalement est un mauvais choix audio. OK, bon, ben, on va se laisser là-dessus, OK. d'abord, Étienne. Salut. Ok, ben, là. Bye! Ouais, Noël. Bon, ben, écoute, Hey. ça a été ça. On a C'est essayé ça. des affaires. Hey! Mais je savais pas qu'on pouvait. Comment? Ils ont été invités par la maison de production, je pense. Fait que, tu sais, mettons, la semaine passée, quand j'étais malade, là, Ouais. Tu t'aurais pourrais pu faire ça m'envoyer de un ton lien, lit. puis genre, je suis dans mon lit. Les gars, continuez ça, moi. Ben, tu veux dire le lien que j'envoie à chaque lundi? Oui, je l'aurais pu l'envoyer parce que je l'ai fait. C'est juste qu'il a Ok. utilisé son téléphone cellulaire au lieu de son ordinateur. OK, la OK. même Fait que je crise pourrais, d'affaires. genre, C'est la mettons. même petite affaire. Je pourrais être là 2 fois, là. C'est ça que tu me dis. là. Non, c'est pas ça que je te dis, puis je vais pas tolérer une qualité Oh, audio de merde de non. même tout le temps. Il cherche tout le temps le trou. Non. Il cherche tout le temps la Ah, faille. ça, c'est vrai. Ah, Chaos. Jake. Chaos Rings. Savais-tu Et là, fini, continue là? à nous parler Ouais. là, de ton Iguchi. T'as même- T'as même pas dit le titre, là, Jake. OK. Fait que, bref, je checkerai ça plus tard. Non! Jake. Fait que c'est un film qui est fascinant et évidemment, c'est ça. Tu sais, faut pas nécessairement triper sur les gros robots géants pour apprécier le documentaire. C'est un documentaire sur le filmmaking, mais c'est surtout sur son procédé créatif qui est. Tu sais, quand t'es à bout, puis t'as tout fait, puis t'as eu la reconnaissance d'un pays entier, Mhm. puis Ouais. puis là, tu commences, là, puis là, tu vois les troubles arriver, puis tu vas faire encore. Ça fait 40 ans qu'on fait ça, puis on va encore rusher à cette place-là. là. Comme le gars de Dragon Ball, là, il doit être tanné, esti, tout le temps se faire ramener ça. Ouais, c'est ça. Fait que, bref, il a décidé au début de la production qu'il n'allait pas utiliser de storyboard. Et on parle d'un film d'animation. Fait qu'il dit non, moi, tanné de faire des storyboards, puis Wow.
C'est pas en Il faisant va des direct, storyboards qu'on va se démarquer. Ça va faire la même affaire que tous les autres films, c'est-à-dire un film d'animation qui fonctionne. Fait que là, Ouais. t'as toute l'équipe qui sont comme OK, fait que là, on sait pas trop sur quoi on travaille parce qu'on n'a pas de storyboard. Mm. Et notre réalisateur dit de continuer comme ça. Donc, puis là, tu vois la panique là, de tout le monde. Puis en même temps, tu sais, il se fait demander, un des animateurs se fait demander, genre, mais pourquoi tu continues à travailler avec ce gars-là si, genre, à chaque fois, c'est comme tout le temps le chaos, tu sais? Puis tu vois le gars, là, genre, il s'est jamais posé la question de sa vie, là, puis il arrête, puis il fait ah, mon Dieu, on dirait que je suis jamais considéré quitter, mais là, c'est comme une porte qui vient de s'ouvrir. S'ouvrir, ouais. Puis là, il dit ah, mais en même temps, ce qui est cool, c'est qu'il nous laisse faire ce qu'on veut. Ah ouais. Fait que, tu sais, il dit, je sais pas si c'est bon pour la qualité du film. À Puis quel évidemment, prix, tu sais, tu sais? les gens qui ont vu le dernier film, vous savez que tu sais, c'est une réussite, puis ça a très bien été, puis tu sais, c'est un succès. Là. Mais bref, j'ai nommé j'ai noté le nom du documentaire si vous voulez chercher Oui, s'il comme te il faut. plaît. Ça s'appelle NHK, The Final Challenge of Evangelion. Puis j'ai vraiment trippé écouter ça. Puis c'est un personnage fascinant, là, Hideaki Anno. Là. C'est un cas. Puis il est disponible sur Internet Archives. Archives.org. J'ai trouvé la série complète de Du vent dans les saules pour Laurent Boutin sur Internet Oh! Archive. Il était nulle part parce que il n'y a pas personne de normal qui veut écouter cette série-là plate. là. Mais T'as le Laurent. BD aussi. Hein? Oui, c'est comme une série de contes à la base, puis ça a été souvent adapté. C'est essentiellement des grenouilles, un lièvre puis un blaireau qui mangent des petits craquelins en buvant du Ah thé oui, puis oui, discutent oui, de oui, la cette politique. affaire-là. Ouais. Laurent tripe bien raide là-dessus. Ils sont tous sur Je Internet catch Archive. pas, là. J'ai jamais compris non plus. Je C'est, catch pas. Puis ça, c'est c'est soothing. British. Hein? hein? C'est Soothing. Ah, Ouais, mais pourquoi tu voudrais ouais. être soudé quand tu sais? Ben, Laurent, il compose avec du public à longueur de journée. Là. Fait que probablement que. Il a Non, je parle besoin, pas. genre, de se calmer. Il a besoin de se avec- calmer. ouais. Non, mais je parle pas aujourd'hui, évidemment. Moi, tout, là, j'écoute des affaires super relaxantes pour Ouais. décrocher. Non, mais je parle quand t'es kid, puis c'est le samedi matin. Là. Ah, ça, je sais pas. non, T'as les j'haïssais Ninja ça, moi. Turtles, puis t'as ça, là. tu sais. Ouais, je sais pas. T'as fucking les Transformers, puis là, t'as genre deux petites grenouilles qui jasent. Well, I think, dear, that you should relax more. Oh, I don't know. What am I to do? C'est à peu près ça. C'est genre ça, là. C'est ça, C'est pas mal l'épisode. ça. Ouais. Je sais pas. Mais on lui posera la question quand il va arriver. Je sais pas. Il va peut-être pouvoir répondre à nos interrogations. Je Hey, pense que quand il était jeune, il aimait pas ça. là. C'est récent. Je sais pas. Je pense qu'il aimait ça. On va lui demander. Puis il va arriver à un moment donné. Mais tu sais, il y a des goûts weird, Laurent. Tu sais, il préfère Rock'n'On 2 ou 1. Fait qu'on... Ouais, Ben non. mais pour vrai, peut-être que je peux comprendre, parce que moi, j'aimais full Anne au pignon vert, l'animé. Là, Ah, quand si j'étais j'ai jeune. ça, man. Puis il se passait rien là-dedans. Non, là, non, mais plus. Anne était conne dans cette série-là. Je veux dire, Ben t'avais non. le goût. Ben oui. Ah non, de quoi Elle tu arrêtait parles? pas de faire des mauvais choix. Vraiment. Ben oui, mais là, elle est jeune, mais elle est pas conne. Elle est full, c'est full une nerd intello, justement, pognée en campagne avec du monde qui sont comme dans la vie, tu bûches du bois. Non, mais Ouais. si les étoiles pouvaient nous permettre de rêver. Non, tu bûches du bois. Mais elle arrêtait Oh, mon pas Dieu. de se Va chercher faire. de l'eau. Elle était pas capable de se défendre. Elle était tout le temps ostracisée par ses tantes, puis elle était pas capable de ouais, dire non, mais. C'est une petite fille de 10 ans. Là, Non, je sais genre. bien, mais ça me gossait. Moi, j'étais pas capable Moi, je d'écouter préférais Rémi. Tu sais, dans ce Ouais. ton-là, là, dans cette dynamique-là, là, Ouais. de rusher sa vie, là, Ouais. j'aimais mieux Rémi. ça. C'est Ouais, glauque en Rémi, il Christ, rushait. ça. Ah, Rémi, il rushait en esti. Pour rusher, il rushait. À tous les L'épisode épisodes. 1, il tue la vache. Ben Ouais, oui. ouais. Ouais. Puis Pas on de y bon perd sens. le petit singe, là, Joli cœur, Ouais. je pense. Là. Ouais. Caroline. Et puis quand Maître Vitalis meurt. C'est ça. Hey, Puis le Caroline. chien aussi. Oui, le là, gars ça. qui l'a acheté comme tel un esclave. Pourquoi on a de Ouais. l'émotion par rapport à ça? C'est horrible. Non, mais je Ouais. pense qu'il l'a plus sauvé, non? Ben, il l'a acheté à sa mère. ouais. Il l'a sauvé. En tout cas. Bon. Avez-vous Mais la des toune petits- était dedans, ça nous pimpait. Ouais, ça. ouais. Ah, pas Ouais, ouais. Voulez-vous des petites nouvelles hollywoodiennes? Oui! Parce que j'ai vu ça hier. Bah écoute, je vais en parler pareil parce que Jake, C'est pas vrai, c'est pas Jake est tellement punk puis il est rendu au-dessus de tout ça. Mais en tout cas, check bien si Disney cogne à ta porte, voir si tu vas cracher dessus. Je serais très surpris. Il y a une petite nouvelle qui est sortie hier concernant
Disney, moi, c'est le genre d'affaire qui m'excite. Je suis désolé, mais on l'a mis sur le Discord des Mystérieux hier, puis j'étais comme, wow, vas-y. incroyable. Le conseil d'administration de Disney a décidé hier de réintégrer Bob Iger comme président directeur général de la compagnie. Et ce, 3 ans après, moins 3 ans après son départ, il remplace son remplaçant, qui était Chapek. Le dude avait quitté, ça faisait des années qu'il était à la tête de Marvel. Il a assisté, pas à la tête de Marvel, pardon, mais de Disney. C'est lui Disney, qui a... même affaire. Oui, maintenant, oui. Mais c'était une des personnes qui était responsable, justement, de l'acquisition de Marvel. Il y a eu beaucoup de changements dans les 10 dernières années du côté de Disney. Et là, depuis que son remplaçant était rentré, ben, ça a comme... Il y a eu des problématiques au niveau des finances. Tu sais, quand je dis problématiques, là, voici, il y a des guillemets radiophoniques, là, des problèmes financiers pour Disney. Là. Fait que ça veut dire genre que... les actionnaires font pas 36 millions de dollars par action. Voilà. Là. Voilà. Fait que là, ça saignait, fait qu'ils ont décidé de le ramener, ce qui est assez exceptionnel comme move. On ne fait pas habituellement ça. Il va être en poste pour 2 ans, le temps de retrouver un remplaçant. Donc, bon, voilà. Fait que Disney Plus, c'était son prédécesseur qui avait lancé ça. C'était lui-même. C'était Iger qui l'avait fait. C'était Disney+, l'acquisition de Marvel, l'acquisition de Star Wars, de Lucasfilm, c'est lui. Quand même, hein? C'est quand même des gros chapeaux. Sinon, peut-être quelque chose qui va plus te toucher, Jake, parce qu'on va rester dans l'horreur. Tu sais, c'est qui Jason Blum? Ben oui, certain. Ben oui. C'est l'homme derrière Blumhouse. C'est les autres qui ont, entre autres, récemment rebooté, en quelque sorte, la série Halloween. Sais-tu c'est qui James Wan, Jake? Je sais très bien c'est qui James Wan aussi. Réalisateur de The Conjuring, de ça aussi un producteur. Il est derrière la compagnie Atomic Monster. Ben, ces deux powerhouses de l'horreur, parce que l'horreur a le vent dans les voiles à Hollywood depuis plusieurs années, sont en pourparlers avancés pour fusionner les deux entreprises, pour faire front commun à Hollywood, pour offrir plus de contenu. Ce qui est intéressant, c'est qu'on ne va pas perdre l'entité. Les deux vont être brandés Blumhouse ou Atomic Monster. Ils vont garder aussi le contrôle créatif sur leur projet, mais en pouvant jumeler sur leur effectif, ils vont pouvoir créer plus de séries télé, de films. Donc, c'est peut-être un bon petit plus pour les amateurs d'horreur. Tu sais, on s'entend que Blumhouse elle-même a récolté environ 5 milliards de dollars à travers le monde. Et Atomic Monster, 3,5 milliards. Donc, c'est un Christy de gros powerhouse. Puis ça, sur des petits budgets. Là, sur des... 5 milliards sur des budgets à 800 000, peut-être 3 millions, 4 millions, c'est énorme. Là. C'est énorme. C'est pas comme des budgets de Disney. Là. Non, puis tu viens de mettre le doigt sur une des raisons du regain de l'horreur à Hollywood, de la popularité de l'horreur. C'est pas juste parce qu'il y a un public. Le public a toujours été là. C'est qu'avec un petit peu d'investissement, on fait énormément d'argent. Puis ça entraîne une roue qui n'arrête pas de rouler plus vite. Et là, on le voit, ça, c'est une répercussion du fait que l'horreur est en santé du côté d'Hollywood. Ces deux gars-là, à eux-mêmes, ont parrainé ou produit différents projets, dont Annabelle, The Nun, Paranormal Activity, The Purge, The Invisible Man, The Black Phone, Malignant, Get Out aussi. Fait que c'est des grosses productions et je pense que si les deux sont capables de trouver un terrain d'entente et de garder quand même leur contrôle créatif, ce qui est l'objectif, comme je l'ai mentionné, les amateurs d'horreur vont être récompensés par cette fusion. Est-ce que vous avez vu Malignant? Je l'ai vu et je comprends les critiques négatives, mais moi, j'ai trouvé ça fucking awesome. Okay. Gauthier, tu l'as pas vu? Non, j'ai vu... Je sais même pas si c'est Blumhouse qui a fait Nope. Nope, c'est pas lui, non, c'est Monkey Paw. Ouais, ça, c'est la compagnie de Jordan Peele. Jordan Peele. Lui, après Get Out, là, il y a Get Out. Il y a Get Out. Il y a Get the fuck out. Mais Tant mieux pour lui, là. Faudrait que je le réécoute parce que, mon Dieu, que c'est un film particulier. On peut pas... Oh oui. On peut y reprocher bien des affaires, mais tu peux pas y reprocher de pas être fidèle à lui-même, maintenant. Non. C'est pour ça que je pense que c'est un film qui est exactement ce qu'il veut être. Ouais, il sait là, que c'est un film qui fait pas... Ben, pas qui fait pas de sens, mais qui est all over the place. Ah, c'est particulier, assumé. Là. Ouais. Ah, faut que je le réécoute. Parce que moi, j'ai détesté ça. T'as détesté ça, ouais. Mais avec tellement de passion, tu sais. Ah, pas moi. Que tu dis, il y a peut-être de quoi, là. Ben, c'est ça veut dire que le film, il a fait de quoi quand même, tu sais. Puis je comprenais pas, j'étais que... Quand j'ai vu des critiques positives, j'étais que, OK, je suis tout seul, genre. Dans ma tête, c'était une aberration, ce film-là. C'était un cauchemar, là. Dans le mauvais sens. Préparé à une expérience horrible, puis j'étais tellement mindé que j'allais détester ça, que quand j'ai écouté le film, au contraire, j'ai fait, Jake, là, il est pas dans une bonne place. Là, moi, je trouve que c'est
fucking over the top. C'est Hey, c'est extrême, rare. mais c'est le fun. J'ai C'est du rare fun. que Jake est dans une mauvaise place. Ben, là, c'est pour ça. C'est pour ça que j'étais surpris là, qu'il n'ait pas aimé ce film-là. Pour moi, encore une fois, c'est le genre de production que Jake aurait dû aimer. Mais écoute. J'aurais tendance à croire Jake là-dessus. Puis Non. c'est drôle, hein, parce que un film que j'étais convaincu de détester qui est sorti cette année, qui est aussi un esti de succès comme ça n'a pas de bon sens, c'est Terrifier 2. Que j'ai pas vu. Terrifier, en fait, c'est le 2 qui est sorti cette année. Je pense qu'il a coûté quelque chose comme 250 000 $. Ouais. Puis là, il est rendu à au-delà de 10 millions. Là. Tu sais, My ça n'a God. aucun sens. Puis moi, j'avais écouté le premier et j'avais vraiment pas aimé ça. Là. C'est du gore fest, c'est non? du torture porn, gore, pas capable. très, très unidimensionnel. Là. Tu sais, très cheap. Mhm. Cheap dans le sound design, dans l'écriture, dans tout. Là, tu sais. Puis la seule affaire qui était cool, c'était le personnage. C'est un clown. Puis il était peurant. Tu sais. Ouais. Puis le Il gars est qui crissement joue- épeurant. Là. Il est pas friendly clown. Là, Ouais, puis il est pas du tout Pennywise. Tu sais, Non. c'est ça qui est le fun et tout. Non. Fait que c'est Art de Clown qui est plus comme un espèce de clown mime un peu. Ouais, un 2 Pierrot qui a fait du crack. Là. Ouais, exactement. Très, très bonne description. Merci. Fait que là, Terrifier 2, tout le monde capote. Puis je suis comme, moi l'essayer, là. Tu sais, moi y aller. Puis j'ai capoté. Ce film-là m'est resté en tête au moins 2 semaines de temps. J'ai vu la critique de Red Dead 2 Media, puis il avait l'air à le bâcher solide. Mais en même temps, ils ont beaucoup bâché sur Barbarian, puis j'étais pas du tout d'accord avec leur critique. Ouais, des fois, ils sont on point, des fois, ils sont dans le champ. Puis Ouais. c'est correct aussi, là, on est Ouais. tous. Là. Mais ce qui est impressionnant de Terrifier 2, c'est le lore et le world building. Fait que je sais que ça a l'air étrange parce qu'on parle d'un film de torture et de tout, là, et de gore, mais c'est pas ça qui est intéressant dans le film. C'est vraiment genre la construction des personnages et comprendre l'univers de Art the Clown. Puis, tu sais, juste pour vous donner un exemple, le premier film finit que Art the Clown, il se tire une balle dans la tête, puis on voit genre son œil puis son cerveau revolé. T'sais. Fait que tu fais comme comment peut-il revenir de ça? T'sais? Puis le 2 commence où il attaque une victime, puis il arrache son œil et il se le place. Ah, simple de même. Et ça donne un vibe là, très Nightmare on Elm Street. Ok, T'sais, c'est genre, genre ok, on est- personnage qui s'assume un peu méta. Hein. Exact. Puis on n'est plus dans la réalité. Là. On Ok. n'est plus dans genre, checker ça, comment que ça doit faire mal quand il coupe la jambe. C'est pas ça. Là. On est plus dans genre une espèce de cauchemar réveillé que tu sais pas qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est pas vrai. La musique, elle est hallucinante. C'est un band qui s'appelle The Midnight qui a fait la trame sonore. Pour vrai, genre, j'ai commencé ce film-là, là, les bras croisés, puis c'est devenu genre pas un de mes films préférés, mais une belle expérience d'horreur cette année. Puis tu sais, on était fucking gâtés cette année. Mais en hein. horreur, là. T'as-tu vu, toi, Barbarian, Gauthier? Non. T'es pas un amateur de films d'horreur, toi? Je pense pas que... Ben, c'est parce que je suis un amateur de bien des affaires, mais c'est ça, comme n'importe qui, il y a 24 heures dans une journée. Ouais. Hey, d'ailleurs, t'as-tu joué à Cyberpunk? Parce que toi, Ben t'es oui, un amateur de oui, science-fiction. j'ai recommencé récemment parce que la patch 1.61 est sortie Ouais, il y a ouais, une ouais, semaine, Mhm. qui règle pas mal tous les bugs. Fait que j'ai recommencé une game pour... Ok. Puis tu y trouves ton compte? Ben oui, mais c'est ça. Comme j'ai déjà expliqué, moi, dans un autre épisode des Mystérieux Étonnants, moi, je joue à la poupée quand je joue à ces jeux-là. Là. Fait que, tu sais, Ouais. mon trip, c'est comme... C'est juste d'avoir un bonhomme dans cet univers-là. Tu sais, les histoires, oui, c'est le fun, là, mais j'ai beaucoup aimé l'ambiance de Cyberpunk 2077. Ouais, vas-y, excuse, je voulais pas te couper. Non, ben c'est vraiment c'est bien fait. Il y a beaucoup de références aux classiques du genre, là, tu sais, Johnny Mnemonic, Neuromancer, même Chiche Matrice. Il y a beaucoup de choses tu sais, qui reviennent. Fait que, tu sais, on est vraiment dans les tropes classiques, mais avec des petites intrigues, le fun, c'est drôle. C'est violent à souhait. Oui, ça a l'air très violent. Ouais. Ok, Puis, ben, ben, j'ai bien aimé l'animé là, aussi là, qui a été fait en complément. Là. Ouais, ça a l'air
j'écoutais là-dessus un vidéo. Tu sais, connaissez-vous la chaîne Gamers, mais à part le V, c'est un V au lieu d'un A. Ah, non. Puis ils font des documentaires, des fois des plus courts documentaires, puis ils en font des plus longs, puis ils en ont fait un sur Cyberpunk 2077. Puis il parlait que il y a l'effet, le bump de Netflix, c'est que si Netflix est basé sur une propriété qui existe déjà, là, ça va comme encourager les gens à aller voir c'est quoi le produit original. Et Cyberpunk a été aussi, disons, un des bénéficiaires de ce bump-là. Donc ça a ramené, jumelé à plus avec la patch, fait que, tu sais, les deux ont plus ou moins concordé, mais quand même. Oui, quand même pas mal. Ouais, ça a pas mal concordé. Là. Puis tu sais, il y a beaucoup, beaucoup de références au jeu dans la série animée. Ils réutilisent des sound effects, ils réutilisent du UI, même comme quand tu reçois un appel, c'est la même chose. Tous les concepts, tous les high concepts du jeu sont réutilisés dans la série animée. Puis moi, je l'aime, cette petite bande-là de misfits là, qui se promènent dans cette ville-là. Puis tu sais, même si c'est très, très, très sombre, c'est très violent, il y a quand même... Ils ont réussi à construire une chimie entre les personnages qui est vraiment le fun, puis tu cares pour les personnages, puis... C'est surprenant, hein, parce que, tu sais, c'est tellement des gros tropes qu'à la fin, tu fais que, OK, on va s'en foutre, puis non, à la fin, t'es full impliqué, puis il y a une histoire d'amour, puis tu sais, c'est comme... Tu sais, justement, là, comme moi, ces personnages-là, là, dans l'animé de Cyberpunk 2077, pour moi, ils font caca. Ouais. Puis c'est tout con, tu sais, c'est des détails qui font que ça fonctionne, tu sais. L'histoire avec aller marcher sur la Lune. Toute cette histoire-là autour d'aller marcher sur la Lune, tu sais, ça vient comme tout rapper l'histoire d'une manière comme... Ou rentrer dans son appart par infraction parce qu'il n'y a plus l'accès, il n'y a plus le droit, genre il n'y a plus le cash pour avoir l'appart. Mais c'est... Moi, le block party où ils vont prendre un verre après la mission, tu sais, 2-3 fois. C'est juste ça, tu sais, ça prend du temps à animer, puis à faire, puis ça fait pas vraiment avancer l'histoire, mais est-ce que c'est important, tu sais. Puis ça, ils l'ont bien compris. La musique aussi est hallucinante. Ce que je t'ai envoyé cette semaine, Health, ils ont fait une tune sur la trame sonore. On parle toujours de l'animé. Mais Ben, j'ai eu un petit bug parce que je me rappelais pas si je te l'avais dit ou non, mais c'est que je me suis acheté le jeu cette semaine. Ben, c'est ça, de là, t'en parles, puis je me rends compte que t'as joué parce que non, tu m'en as pas parlé. Parce que t'as pas une console de nouvelle génération, fait que je pensais pas que t'allais l'acheter. Ouais, c'est ça, j'ai un PS4. Fait que c'est à cause de l'animé, j'étais trop dedans, puis au début je boudais un peu ce jeu-là parce que je disais que c'était du cyberclubbing, puis c'était pas du cyberpunk. Puis c'est vrai, c'est très néon, rétro. Puis la planète est détruite, puis c'est cool, yeah! C'est ça. Mais à cause de l'animé, tu sais, j'ai comme fait hey man, ça me tente d'être dans cet univers-là finalement. Fait que je me suis acheté le jeu. Et là, je dois être 5-6 heures dedans, là. Puis je me sens mal. Dans quel sens? Comment tu sens mal? Comment ça, tu sens mal? Hey, j'ai écrit à un ami, genre, man, je me sens mal en ce moment. Ça marche pas pour moi. Ça marche pas. T'embarques pas? Pas en tout. Oh. Je trouve ça boring, là. Genre, c'est... Puis c'est qu'en fait, on dirait que c'est... C'est sûr que c'est à cause de moi que je suis pas dans le bon mindset. Parce que ma perspective à date, ma perception du jeu à date, c'est 75% de marcher à côté de monde qui jase. Mais tu commences 5 heures. Ben là, après 4-5 heures, à un moment donné, ben, je sais pas, moi. Faut que ce soit moi là, qui fasse les actions, pas juste qui regarde des gens là, qui jasent et qui m'expliquent des affaires. Là. Puis t'as pris quel bonhomme? J'ai pris Streetwise. Street Kid, ouais. OK. Parce qu'une chance, t'as pas pris Corporate, là. Et t'aurais... tu te serais ennuyé, là. Ben, mon plan, c'était ça. C'était de faire deux runs. Une Street Kid puis une Corporate. Parce que je voulais être genre un hacker corporate. Là, super evil, là, qui hack tout, mais qui se bat pas vraiment. Là. Puis là, à date, je suis un genre de street kid à katana. Là. Je suis très bien. J'ai noté, check bien ça, il y a pris un personnage avec un katana. Ça. Ouais, ben c'est toi qui choisis. Là. Okay. Évidemment, ça, c'est
peut-être un pseudo-punch, mais en même temps, c'était annoncé dans la promo. Keanu Reeves, il est hot. Ouais. Keanu Reeves, moi, j'y croyais pas quand je l'ai vu. J'étais comme, ah man, quel caméo lame, tu sais. Mettre une vedette pour une vedette. Mais son personnage, il est malade. Son personnage, il est fucking cool. T'es-tu allé chez le Ripper Duck qui arrange les filles du bordel? Là? Ouais. T'as-tu pris le dildo? Non, mais... Il est full fort. C'est genre une des armes de mêlée les plus fortes du jeu. Wow! What? Mais je l'ai vu, Puis quand mais je tu l'ai le pas... pognes, ta manette, elle vibre, genre. Puis quand tu te bats, Mais c'est ça. fait que moi, je me bats avec un dildo la plupart du temps parce qu'il est vraiment fort. Wow, Mais oui. en sac, l'arme est forte. Le point fort du jeu, là, si je peux genre tasser un peu mes critiques négatives, puis ça, comme je dis, je pense pas que c'est le jeu qui est pas correct, c'est moi qui étais peut-être en... Tu sais, j'ai pas beaucoup de temps pour gamer, fait que là, quand j'ai 1 heure, là, puis je viens de me taper genre 2 personnes qui jasent pendant 1 heure, ça me fait chier, là, tu sais. Mais l'atmosphère... Oh, êtes-vous là? Oui, t'es encore là. Oui, je t'écoute. Okay, Oui. excusez. Donc, l'univers puis l'atmosphère du jeu est hallucinant. Ouais. Se promener dans cette ville-là, aller justement, comme tu as dit, Gauthier, dans un bar, jaser avec les NPC. Être dans l'univers, c'est incroyable. Mais c'est ça, c'est juste côté gameplay, je trouve qu'il y a beaucoup de... On regarde du monde qui nous jase ça. Là. Ouais, faut pas être pressé. Faut que je me trouve un jeu pour les fêtes. Puis c'est pas obligé d'être en lien avec les fêtes. Là. C'est juste pour passer une semaine à gamer, ce que je fais rarement. Puis j'hésite en plein de jeux. Je veux comme jouer au remaster d'Alan Wake parce que j'ai pas joué à l'original. Puis je sais que c'est lié à Control. Puis j'ai trippé sur Control. Là, j'hésite entre Cyberpunk 2077. Je sais pas. Je me demande qu'est-ce que je veux. Hey, d'ailleurs, t'as-tu vu, Jake, qu'ils ont annoncé la suite de Control? Control 2 est en préparation. OK. Cool. Remedy a annoncé qu'il est en train de travailler dessus. Finalement, on n'en a jamais reparlé. T'as-tu continué à jouer à Control? J'ai jamais continué. Non, ça c'est arrivé... au début de la pandémie. Malheureux, là, c'est arrivé dans une période... Tu sais, moi, je suis un gamer saisonnier, puis c'était à la fin de la saison. Fait que j'ai commencé à jouer, puis il commencé à faire beau, puis j'ai fait... Ferme la shop. Ça fait ouais, c'est ça, on ferme ça. Puis, mais je vais m'y remettre un jour, je l'ai. Fait que OK. Je sais que Maxime Gervais a commencé à jouer Control, puis il avait l'air à triper sur l'univers. Hey, Gauthier, tu l'as-tu enchaîné avec quelque chose? T'as-tu une nouvelle? Oui, j'ai une nouvelle de série télé Netflix qui vient de sortir en streaming la semaine dernière. C'est 1899, des créatrices de Dark. Donc, ben, c'est ça. Si vous connaissez l'univers de Dark, c'est de la science-fiction de voyage dans le temps, en gros, ou de monde parallèle. Et puis, là, je vais aller ouvrir ma page wiki. Là, je ne veux pas scraper leur nom, là, mais Janchi Friese et Baron Beau-Odar, les créateurs de Dark, arrivent avec une nouvelle série qui se passe à la fin du 19e siècle. Hein. Ça se dit sur un paquebot qui fait le trajet entre l'Europe et New York. Et on suit une femme qui est à bord de ce paquebot-là, qui est à la recherche de son frère, qui aurait été, en fait, sur un paquebot qui s'appelle le Prometheus, juste avant elle, qui aurait disparu depuis 4 mois. Donc, c'est ça. Je vous en dis pas plus, mais si vous avez aimé Dark, vous allez retrouver à peu près le même genre d'ambiance, le même genre de concept de science-fiction. Le déroulement est quand même assez lent. Là, si vous vous rappelez de la première saison de Dark, on est vraiment dans cette vibe-là. Le déroulement très, très slow pace. On est quasiment là. Puis ça peut être frustrant. Là. On vous donne des éléments d'intrigue au compte-gouttes qui sont toutes plus confusantes les unes que les autres. On est quasiment dans le lost là, à un moment donné. Là. Comme chaque épisode va finir avec un reveal d'un élément qui approfondit l'intrigue, mais qui mêle les cartes encore plus. Il y a une histoire de petite pyramide là-dedans. Il y a une histoire de scarabée qui se promène dans le paquebot. Puis là, assez rapidement dans la série, on
comprend que le Prometheus, qui est le paquebot qui est disparu depuis 4 mois, il a lancé un appel de secours, puis là, le paquebot sur lequel le personnage principal va à la rencontre du Prometheus. C'est ça. Là, j'arrête, là, je vous en dis pas plus, mais ça promet. Moi, je suis rendu à la moitié de la saison, et puis je suis quand même intrigué, mais ça va vraiment dépendre de comment il me rappe ça, de la première saison, parce que ça peut être vraiment... Puis, tu sais, moi, Dark, j'ai arrêté à la fin de la saison 2 quand c'est devenu trop sci-fi, étrangement. J'avais comme pas envie d'être dans un univers de science-fiction. Quand je regardais Dark, j'avais envie d'être dans le mystère, d'être dans comme les univers parallèles, le voyage dans le temps, mais pas nécessairement dans la SF. Fait que j'espère qu'on s'en va pas dans le futur. C'est tout. J'espère qu'on reste comme dans le fantastique mystérieux, là, mais c'est ça. En parlant de fantastique et mystérieux, notre ami Laurent Boutin qui est avec nous autres. Il est là. Salut, bonjour. Fantastique mystérieux Bonjour. préféré, ça. Bonjour à tous mes chers amis. Moi, je m'appelle Astou Fatima, d'origine sénégalaise. Ah, s'il vous plaît. Depuis l'Amérique. Lis pas le spam, s'il vous plaît. Non, c'est moi le spam. Ah, le c'est spam toi a pris possession de moi. Ben, je vais dire, Regardez Laurent. ce t-shirt magnifique. Ben, il porte un Regardez t-shirt de Regardez ça. Terre Kaiju. Ah, ben, ça. Yes. Car- Hey, Je j'en veux représente. aussi. Ben ouais, quand Yes. est-ce que ça revient, ça, Terre Kaiju? Ça se supposé être en novembre, puis on arrive à la fin novembre. Ouais, puis ça va pas être en novembre, finalement. Parce que Oui, on non, mais tu me voulait, surprends. Tu me surprends, Jake. ben, parce qu'on voulait enregistrer un épisode, mais là, j'étais malade. Ben oui, je sais bien. Puis là, on la est le semaine 21 d'après- La Ouais, semaine c'est d'après, Simon ne pouvait pas. Puis là, Ben la oui. semaine d'après, ben, c'est... je veux dire, quelques jours après, c'est le salon de livre. Fait que Ben là, oui. c'est moi qui peux pas. Ben Puis oui. là, la semaine prochaine, ben là, on pouvait juste jeudi, puis si jeudi, c'est le premier. Fait que ça va être ça. Bon. On s'ajuste, on On s'ajuste. s'ajuste. On s'ajuste, c'est sûr. C'est sûr. Hey, vas-y donc, Laurent, comme tu viens d'arriver, là, pendant que... Oui, voilà. Salut. Hey, Oui, je allô. suis arrivé tard. Hein? On dirait oui, que mais je oui. marche moins vite que Que la tu pédales. saison passée. C'est ça. Ben oui, qu'est-ce qui se passe? T'as-tu ton Ben, cardio? c'est Pourtant, t'as arrêté de l'âge. fumer, Laurent? Hein? T'as arrêté de fumer? Ben oui, en plus. Mais C'est là, ça. je pense... J'ai des nouvelles lunettes. Ah, oui. J'ai de la misère à gager mes distances entre mes deux yeux. Fait qu'on dirait que j'avance plus prudemment. Parce qu'on dirait que je comprends pas ma place dans l'espace. Ben, Ouais, j'ai bien ça, hâte que ça soit ça, fini, ça cette fait ça. période-là. Ça fait 41 ans que je me dis ça. Ah. Je prends pas ma place dans l'espace. Hey, ça a dit nihiliste, ça se dit. C'est Vas-y, mon mon plagie, ça. Ouais, ouais. Ben, c'est un excellent segue parce que je vais vous parler d'un nouveau festival qui existe qui s'appelle le Festival Triste. Oui! Je suis l'invité d'honneur. Oui, On parlait de Rémi sans famille tantôt. Ben oui. Continue, Laurent, continue. Vas-y. Ah oui, ben c'était-tu par rapport à ça? non, Parce mais que j'ai des choses il y a à dire ça par rapport à ça. Ben exact. Il y a ça là-dedans. En fait, c'est un nouveau festival qui prend plusieurs formes. Fait que des shows de musique triste, de la musique électro-triste et des films tristes. D'ailleurs, qui se passent tous les représentations de films au cinéma moderne. Il y a entre autres Le Tombeau des Lucioles qui joue. triste en tabarnak. Ça, c'est Ben triste. écoute, je l'ai jamais vu, je devrais en profiter, mais il paraît que tu te sors, personne n'est sorti de là sans l'armoyer. Fait que Ah non, tu vas brailler, c'est sûr. ça fit. Je pense que le but est de genre prendre notre dépression saisonnière À bras la le mettre corps. à dans le corps 11. et ouais, c'est ça, c'est genre bon, on a ça à chaque année, là, on va gratter dedans, tu sais. Donc, ça a le lieu du 24 au 26 novembre. C'est à plusieurs endroits, mais c'est tout dans le Myland, donc le cinéma moderne et d'autres salles alentours. J'ai noté d'autres activités. Effectivement, il y en a une qui s'appelle Louis sans répit, Rémi sans famille. Donc, c'est un type que je ne connais pas qui s'appelle Louis Brousseau. On le décrit comme un performeur. Et puis c'est mon man crush. Tu le connais? C'est-tu le... C'est lui qui a fait tout le montage De Alice. d'Alice au cinéma L'amour. Ah ben, quand Je le connais d'abord. J'ai pas associé C'est un ça. plus un, mais J'ai je chante vois c'est des qui. tunes de piano, puis je suis comme, envoie-moi Yeah. ça. là. Envoie-moi Juste- ça, je vais écouter ça tous les jours. 42 personnes à Montréal, on le prouve Eh encore. oui, effectivement. Fait que donc, monsieur Louis Brousseau va se binge-watcher tous les 51 épisodes de Rémi sans famille ben non, d'une Ben traite. non. Ah non. Fait il qu'on va- parle de pas loin de 24 heures d'écoute d'une Ah, il traite, va être je rappelle. triste. Donc, Ah mon Dieu, il va être triste. puis après ça, il y a une genre de...
Il va écouter Yoshi après, genre. juste pour Attends, comme- c'est ça, j'ai pris une. Il y a une genre de. Ben, pas une conférence, là, mais il y a un talk après avec pas une intervenante, mais comme quelqu'un qui va Ben oui, il poser va des falloir. questions. Il va falloir une Dans le intervenante. but, c'est quoi? C'est ça. Une rencontre avec Louis Brousseau animée par la commissaire Joséphine Rivard sera prévue au terme de ce marathon mélancolique afin de lui offrir réconfort et consolation et de discuter c'est ensemble de l'impact d'une telle épreuve. Ben C'est là, une très bonne idée. ouais, j'espère qu'ils vont Quand lui donner même, une fait que je- fondue, tu sais. Moi, ça Je sais pas, je sais pas le talk aura l'air de quoi, mais j'espère que tous les gens qui y seront, ils feront un gros hug, genre, Ouais. puis une petite tape dans le dos, Mais parce ouais. que il me semble, là, mes souvenirs de jeunesse, c'est qu'un seul épisode, j'avais assez d'émotions pour tout le reste de la semaine, là, fait que Hey, j'ose pas 24 imaginer. heures de Rémi. 24 heures de Rémi. Calisse. Fait que, ben écoutez, il y a tout ça. J'ai noté aussi, il y a 3 soirées de... Ils appellent ça des soirées électristes. Donc, c'est des DJ, mais de musique triste. Il y a une soirée qui a attiré mon attention parce que les DJ, c'était Shark Boy et Lava Girl. Fait que je me suis dit, est-ce que ça a rapport avec Spy Kid? le Spy Kid verse? Mhm. Puis finalement, en allant creuser, il s'agit en fait de Xavier Dolan et Catherine Brunet Ben non. qui vont faire jouer les tunes les plus émo qu'ils peuvent trouver. Tabarnak. Voilà. Wow. Hey, moi, Fait j'ai que- une question, là. Mettons, faire un marathon de Rémi sans famille sur le moche. Oh, my, non, tu Qu'est-ce veux que pas ça faire. fait? Ben, ça fait que tu revisites tes ancêtres, Gauthier, c'est sûr que c'est ça qui arrive. Non, mais t'es-tu plus ou moins triste? Hmm. Ça dépend si tu rencontres les elfes métalliques ou pas. Les œuvres C'est de la peut-être que vapeur. tu vois, genre, peut-être que ça t'apprend à tu sais, relativiser sur le sort de Rémi. Ouais, I Peut-être. guess. Écoute, il y a une seule façon de le savoir. C'est de le faire. On y va sur le moche, Gauthier. Ben, On si va c'est voir pour la lui sur le science, hein. Mais non, mais c'est pendant le salon du livre. Ce Ouais, plan ouais. est voué à l'échec. T'es donc bien rendu bon oncle, Gauthier. Comment? Veux-tu? Ouais, là, J'ai juste pas le don d'ubiquité. Là. Non, mais, C'est pas non, mais tu tranquille. prends des bonnes décisions aussi. Tu peux pas faire ça. En tout cas, dans les premières années de front froid, t'aurais pas cligné des yeux 2 fois sur Ouais, cette en tout- proposition-là. En tout cas, t'avais le don d'ubiquité à ce moment-là, ouais. Pendant que vous étiez en train de dormir dans la chambre, moi, genre, je vomissais ma vie au Ouais, puis salon. tu gérais tout aussi, c'est ça. Eh l'affaire. ouais, c'est Eh ça. oui. Hein? Fait que rappelle donc le franchement. titre du festival, Laurent. s'il te plaît. Ça s'appelle très efficacement le Festival Triste. Bon. Ben, écoute, Si jamais donc cela bien vous hot. parle. Il y a d'autres films aussi, là, il n'y a pas grand-chose qui me disait, rien que j'avais vu. Il y a un film qui s'appelle Oslo 31 août que je n'ai pas vu, mais qui est du Norvégien Joachim Trier qui a fait jaser pas mal avec son autre film en début d'année qui s'appelait, en français c'était genre Julie en 12 temps, là. C'était comme, j'ai oublié le titre Ah, plus ouais. international, mais il y a eu un gros buzz dessus. Bon. Fait que, checkez ça. Jake, on va retourner à toi. Venez avec nous. Dans nos aventures, et plus qu'on est fou, une chose Ouais, la vie est dure. Là, je suis content Dur, que Laurent tu sois là parce qu'on va parler d'un gros sujet. Là où tu nous amènes, là. Je suis pas Fait au que courant là- des sujets en passant pour les gens à la maison et je ne suis pas responsable des déclarations de Jake Dion. Ça va débattre. On va débattre, on va se battre peut-être. C'est le 2. on C'est va- le 2. Fait Sister que Act 2. c'est très c'est très particulier parce que ça parle aussi de Batman. Fait que c'est weird. Fait que ouais, il y a plein d'angles avec lesquels approcher le sujet. Mais je veux vous parler de 2 BD que j'ai achetés et en fait, je vais commencer comme ça. C'est que dernièrement, un livre est sorti de Mansion Press. Mansion Press, qui est une compagnie française, une maison d'édition française, Bon qui publie beaucoup de livres de BD très alternatives. Ils ont d'ailleurs publié le Pym et Francie de Al Columbia, qui est comme un livre mythique qui était introuvable. Ils l'ont republié en français. Et dernièrement, ils viennent de publier Dream of the Bat de Josh Simmons. Avez-vous entendu parler de Dream of the Bat ou de Josh Simmons? Non. OK, donc Ben et peut-être Gauthier, je ne sais pas si tu étais là, on a déjà parlé d'une BD de Josh Simmons au Mystérieux Ça se Étonnant. peut. Non, moi, On avait parlé de Black River, qui est une BD
indépendante en noir et blanc qui traitait comme c'est un peu un genre de post-apo à Ah! la The Road. Ouais. C'était excellent, c'était Ouais. vraiment super bon. Et lui a commencé à faire des collectifs chez Fantagraphics. Puis dans ces collectifs, s'est amusé à faire des genres de parodies de Batman. Évidemment, il n'a pas le droit de l'appeler Batman parce que c'est Un personnage les droits sont réservés. légalement, il n'a pas le droit. Mais il change juste assez d'affaires pour que légalement ça fonctionne. Mais c'est clairement Batman. Donc, je vous montre la couverture de sa dernière BD. Ouais, c'est Batman d'un Lazy Boy. Ben, c'est Batman d'un Lazy Boy, mais si vous Ouais. approchez, regardez son C'est pas logo, le même c'est la sigle. chauve-souris, mais sans tête. Mhm. Donc, il s'amuse à faire un paquet d'affaires de même. Puis là, Mansion Press, qui est quand même une bonne maison d'édition, vont prendre toutes ces histoires de Batman qu'il a faites à travers les années, mettre ça en un livre. Donc, c'est comme on est comme entre le bootleg et Parodie, peut-être. la parodie, sauf que l'affaire où c'est intéressant, c'est que Josh Simmons, il va pas faire des jokes avec Batman. C'est qu'il va plus le mettre dans des situations où DC n'oserait Il le jamais ferait pas, aller. Ah, ok, ouais. Mais dont, mettons, la folie, la maladie mentale, tu sais, ça a tout le temps été un trope de genre Batman est-ce qu'il mérite vraiment d'être Batman ou il devrait être à Arkham avec tous les autres. Mhm. Ben là, tu sais, on a un exemple de ça un moment donné, de voir vraiment tu sais, Batman perdre la tête. Fait qu'il y a ce livre-là qui est sorti. Moi, je vais me l'acheter, c'est certain. Josh Simmons, Dream of the Bat, chez Mansion Press. Puis, parallèlement à ça, il est sorti un autre truc de Batman qui s'appelle... Attends. 497. Donc, voici ici, c'est... Encore une fois, on peut voir que le logo de Batman est censuré pour des raisons légales. Et pourquoi ça s'appelle 497? C'est que dans Batman Nightfall, qui était la grosse affaire des années 90, où Batman se fait casser le dos Par Bane. Mhm. par Bane, bon ben, Batman se fait casser le dos dans le numéro 497. L'affaire, c'est que ce numéro-là, il y avait un cover de Kelly Jones qui a dessiné Bane comme une espèce de monstre mutant terrifiant qui pète Batman en deux. Batman a vraiment de l'air cassé. Et tu achetais le comics, tu étais tout énervé, tu commençais à lire le comics, puis c'était très classique, très propre. Le cover ne reflétait pas du tout l'intérieur. Fait que là, c'est une BD qui... Donc, on a Ryan Alves qui fait de la BD indie aussi, puis qui s'est dit, moi, je vais faire un cover, tu sais, comme une reprise de ce numéro-là. Puis là, Mais en respectant le cover, le ton du cover. Exactement. C'est direct ça qu'il a fait. Fait que c'est très troublant, mais en même temps, je trouve que l'exercice est fascinant parce que c'est quand qu'on a ça en BD. Tu sais, c'est l'équivalent d'un cover de musique, là, tu sais. C'est comme, ouais, c'est comme un standard de jazz, mais genre, je vais le rendre un peu plus bop, bop, bop. Voilà, tu sais, on a souvent des artistes qui vont prendre un personnage puis le faire à sa manière, mais c'est pas vraiment ça. Là, on parle d'une BD qui est respectée presque case par case, tu sais, mais qui est refaite avec un autre ton, tu sais. Fait que je Ça trouve a ça été super. publié, ça? C'est ça que tu... Ouais. Officiellement, Certainement, là. je l'ai entre les mains. Mhm. Puis il y a un ISBN, puis tout. Ouais. Puis, mais bref, c'est ça. Fait que c'est fascinant. Je répète le titre, Ryan Alves, ça c'est l'auteur. Et la BD s'appelle 497. Puis c'est ça. Fait que voici un peu. Tu sais, je sais que j'ai pas dit une question claire. Mais Ouais. je veux savoir qu'est-ce que On vous a-tu en le droit de pensez, faire si ça? vous trouvez ça intéressant, si vous êtes Ben pour oui. ou contre. Est-ce qu'on devrait avoir plus de liberté en BD pour pouvoir faire des reprises d'albums ou de single issue? Il y a quelque chose je que je pense trouve que fascinant oui. là-dedans. C'est un gros oui pour moi, là, comme, Ouais. tu sais, passer un certain... passer un certain stade de popularité, j'ai l'impression que ces personnages-là, de toute façon, ils appartiennent plus vraiment à leur créateur, ils appartiennent à l'imaginaire collectif, tu sais. Ouais. Ces bonhommes-là, ils nous appartiennent maintenant. Là, tu sais, on devrait avoir le droit de faire ça. C'est sûr que pour des raisons légales, ça peut être vraiment très compliqué là, des fois. Là, tu sais, je pense à Rodier qui a fait, tu sais, qui a décidé de terminer l'Alphard
Mhm. Ouais. Ça l'a mis dans le pétrin, puis là, il y a eu des troubles avec Moulin Sort, puis tout ça, c'est vraiment malheureux parce qu'au final, il y a plein de monde qui aimerait ça continuer à vivre dans cet univers-là, puis à explorer des dimensions inexplorées avant de ces univers-là. Puis souvent, c'est des armées d'avocats qui nous en empêchent. Ouais. Ceci dit, je pense qu'il faut faire la juste part entre un artiste qui commence, puis qu'il a besoin de survivre, qui aimerait ça survivre grâce à son art, puis si tout le monde commence à épier ces bonhommes, puis à faire du cash là-dessus, ça peut commencer à être problématique, sauf que si tout le monde te pique tes affaires parce que c'est full populaire puis full connu, fort probablement que tu as déjà réussi à faire quand même pas mal d'argent avec ça. Mais encore une fois, c'est pas une loi, puis c'est pas généralisé comme situation. Fait que je pense que c'est à prendre au cas par cas aussi. Là. En musique, c'est ça qui est intéressant parce que c'est un peu différent. C'est que c'est bien rare qu'on va avoir une reprise. S'il y a une reprise d'un band sur un album, souvent ils vont avoir acheté les droits. Ils vont verser des sous de un pourcentage, un maigre pourcentage, mais à chaque, je pense qu'à chaque vente d'album puis à chaque radiodiffusion, mettons que la tune joue à radio, je pense qu'une partie, mais il y a des associations qui servent à ça aussi, là, de juste dispatcher les droits musicaux. Je pense que ça existe peut-être moins dans le domaine du livre, mettons. Nous, on a Copybeck. Copybeck, ça fait ça. Ouais, des droits de reproduction. Mais tu sais aussi, je sais pas, en fait, je trouve ça super intéressant. Puis tu sais, je suis d'accord avec Gauthier qu'effectivement, il y a des personnages qui nous appartiennent maintenant. Dans le sens que c'est de l'incon... Dans le collectif, tu sais, c'est plus, je veux dire... Batman est plus connu que Bob Kane, tu sais. Maintenant, personne ne sait c'est qui, à part comme dans un cercle restreint de nous autres, mettons. Mais Batman a surpassé ses créateurs depuis de beaucoup. Fait que. Mais où c'est que je m'en allais avec ça? Est-ce que, par contre, on ne le voit pas tant que ça au cinéma non plus? Je pense que le seul exemple qui me vient en tête, c'est le Psycho de Gus Van Sant, qui a fait à la fin des années 90, où, pareil, il le reprenait plan par plan. Moi, je ne l'ai pas vu, mais le consensus général, me semble, c'est à quoi ça sert. Ouais. Il y a peut-être ça aussi, comme... Puis, genre, on pourrait élargir ça, effectivement, à toutes les covers, là, en fait, là, pour un Coltrane qui reprend une pièce puis qui la switch de bord complètement. Combien de covers que t'es comme... pourquoi j'écoute pas l'original à la place, tu sais? Ouais. Mais là, ça, c'est pas... Comme Weird Al Yankovic, mettons? Non, mais là, je comprends parce que c'est pas. Il y a de quoi de changer, tu sais. Ouais. Il y a une valeur ajoutée. Ouais, tu sais, il y a une valeur humoristique ajoutée, mettons. Tu peux te poser la question, mais t'es là, ah oui, parce que c'est plus drôle, tu sais, il y a une réponse au moins. Alors que des fois, c'est juste comme, ah ouais, non, c'était juste comme pour surfer sur quelque chose. De la façon je le comprends, de la façon que je le comprends, la version de Jake qui nous a présenté, c'est aussi ça, là. Il y a une proposition, c'est pas juste refaire pour refaire. Oui, mais là, ça a l'air quand même vraiment intéressant, tu sais. Mais après, je sais pas si ça généralise, c'est sûr qu'il y aura du moins intéressant puis du plus intéressant, mais... Parce que, tu sais, ça devient intéressant quand exactement comme la musique, tu sais, je pense, mettons, un cover qui est les plus connus, c'est Johnny Cash qui reprend Nine Inch Nails. Puis, tu sais, où ça fonctionne, c'est que son interprétation donne un nouveau sens à la tune. Fait que si on peut, tu sais, transférer ça à la BD... moi, je capoterais là, de voir Jimmy Beaulieu reprendre un issue de Avengers, tu sais. Ou justement, tu sais, Axel, avec sa technique de strip, reprendre un strip de Peanuts, tu sais, mais dans son style à elle. Puis ça lui donne toute une autre dimension, un autre sens, tu sais. C'est ça que je trouve intéressant dans l'idée, dans le fond. Là. Je vais me faire l'avocat du diable 2 secondes parce que je comprends, je pense, les deux... En tout cas, je pense comprendre certains aspects des deux côtés de la médaille. Je vais prendre un exemple je vais revenir à Star Wars parce que jeune Benoît consommait beaucoup de Star Wars. Et dans les années 2000, il y avait les fanfilms de Star Wars qui ont commencé à pousser. Puis là, c'est en même temps que l'évolution des technologies qui étaient de plus en plus accessibles pour faire des effets spéciaux, de l'édition, de la mise en ligne, de pouvoir donc partager aussi ces créations-là parce qu'il y a eu des fanfilms avant l'Internet, ça existait.
Puis il y avait un des fan-films que j'aimais beaucoup. Un des créateurs avait dit le problème, c'est pas qu'on est en train de leur nuire monétairement. Ça, c'est pas un problème. C'est pas vrai que le Jimmy Beaulieu qui reprend Avengers n'est pas en train de faire mal à probablement Disney en publiant le numéro 1 de New Avengers à sa manière parce que son style. Le problème, c'est que t'empiètes sur une marque et des personnages qui sont réservés. Et si t'en crées tes propres histoires, puis que ça donne que l'éditeur, plus tard, lui, veut explorer certaines avenues créatives, puis tu l'as déjà fait avant, eux autres sont pris devant un précédent. D'un, ils t'ont laissé. Puis de deux, ils peuvent pas aller dans cette direction-là parce que tu l'as déjà fait. Et c'est juste du légal. Donc, c'est ça la grosse problématique. Comme dans le temps... pas considéré ça, mais c'est vrai. Non, mais c'est ça. Fait qu'il y a cet aspect-là. Comme dans le temps, je sais que quand les fan-films de Star Wars ont commencé à sortir, Lucasfilm a parti sa division qui s'appelait Atom Film. Puis il disait « Hey, vous pouvez faire des fan-films de Star Wars, mais il faut que ça soit humoristique. » Fait que là, il avait mis ça dans la parodie, ce qui est déjà protégé légalement, en passant aux États-Unis et au Canada. Là. Ouais. Ça fait partie de la loi. Là. Demandez-vous pas de l'expliquer, mais je sais que les grosses lignes, c'est ça. Mais il y a ce danger-là. Et je reprends un côté technologique. Tu sais, on trouve des fois qu'il y a des départements qui ne se justifient que par les actions légales qu'elles vont commettre contre d'autres compagnies. Ce qu'on m'avait expliqué dans le cas des compagnies technologiques, c'est que si tu le fais pas, tu acceptes donc que cette personne-là ou cette entité-là légale prenne des avenues. Donc, tu crées un précédent encore une fois. C'est juste des grosses games de chapeau pointu. Là. Il faut que tu causes action légale parce que sinon, tu le laisses aller et tu crées un précédent. Puis c'est juste ça. Je ne dis pas que c'est correct, je ne dis pas que c'est pas correct. Je veux juste dire que dans cette dimension-là, il faut que tu pèses les deux côtés. Parce que Marvel, surtout Marvel, moins DC, mais ils font quand même Black Label, vont explorer leur personnage d'une façon plus créative de temps en temps. Ils vont avoir des artbooks, ils vont avoir des collectifs, ils vont avoir des trucs qui sont pas canons. Mais puis même les trucs canons de Marvel, on va beaucoup plus aller dans l'expression artistique éclatée que DC, qui, elle, réserve ça à ces trucs qui sont Black Label, les trucs de luxe, puis les trucs... Fait que je comprends quelque part qu'une compagnie veut protéger ses assets parce qu'elles ne veulent pas se brûler elles-mêmes. C'est surtout ça l'enjeu. Ils n'ont pas peur que tu vendes Aquaman ton interprétation puis que finalement tu leur nuis de façon légale, financière. En tout cas, c'est comme ça que je le comprends. Là. Je sais pas si je fais du sens. Oui. Belle dimension qu'on n'avait pas abordée. Exact. Vraiment, tu as raison. 10 000 piastres. Non, mais c'est vrai que c'est intéressant parce que justement, contrairement à la musique, c'est des avenues quand même de storytelling qu'on exploite, puis c'est pas juste une mélodie ou quelque chose que tu recrées, c'est vraiment comme, en tout cas, des nouvelles directions, des nouvelles histoires. Mais je sais que Marvel, c'est arrivé une ou deux fois qu'ils ont fait ça, puis malheureusement, j'ai pas le nom des auteurs ni des histoires, mais c'est que c'est une fille qui dessinait, puis elle avait fait une histoire de Spider-Man. Ouais. Puis elle avait publié ça sur Instagram, puis Marvel l'ont contacté, puis on l'édite, genre. Ouais, ça se peut. C'est fou, pareil. Ça, c'est fucked up, mais ça peut arriver. Ouais. Puis il y en avait un autre qui était devenu viral qu'ils n'ont pas édité sa BD, mais ils ont engagé l'auteur pour qu'il fasse quelque chose d'autre. Puis c'était Spider-Man au Vietnam. Là. Puis c'était comme super intense, super ressenti. Puis c'était quand même extraordinaire. Puis encore là, malheureusement, le nom de l'auteur m'échappe. Mais tu as raison que c'est intéressant de le voir de ce point de vue-là parce que c'est vrai que la corporation ne peut pas... ils veulent pas se tirer dans le pied puis genre laisser ça aller pour qu'un moment donné, s'ils veulent le faire, là, ils fassent « Ah, fuck! » En même temps, il y a certaines des histoires les plus populaires puis les contes les plus populaires qui ont été adaptés en roman, en BD puis en film de multiples fois qui font partie maintenant de libre de droit. Fait puis on l'a eu parce qu'éventuellement, les droits sont venus à échéance sur ces personnages-là. Ouais. Fait que je suis vraiment tiraillé entre les deux. T'sais, je comprends le point de vue de l'entreprise, mais je comprends aussi le point de vue du public qui a gagné. Est-ce qu'éventuellement ces histoires deviennent libres de droit et qu'on puisse les exploiter d'autres manières? Je suis un gros fan de Ghostbusters. Ghostbusters, un jour, si ça suit la trajectoire normale avant qu'il modifie la loi, à moins qu'il modifie la loi, va devenir domaine public. Donc, avoir une multiplication. Tu sais, les histoires de Sherlock Holmes, si c'est domaine public, les gens peuvent faire des films. Puis Conan Doyle est encore respecté comme étant le canon d'origine, mais il y a encore plein de films et de téléséries qui ont été faites qui offrent une perspective différente sur le personnage. Puis moi, ça me stimule. Mais quelqu'un à l'époque m'aurait dit
sais, à l'époque, en 1800, quelqu'un m'aurait dit hey, t'as 30 ans, t'as 25 enfants, t'as fait une belle vie. Non, il m'aurait dit, genre, il faut protéger le personnage parce qu'on va perdre les droits. En même temps, je comprends la perspective de l'entreprise ou de l'éditeur. Ouais. Je peux-tu aller dans ce sens-là parce que tu parlais de musique, Jake, puis on parlait de musique, et Laurent a souligné l'aspect musical de tout ça. Je suis tombé dans un clickhold, j'en ai déjà parlé à l'émission. Je trouve ça fascinant. Il y a des fois des sujets qui ne me fascinent pas, mais que le traitement me fascine, puis la passion des gens pour ce sujet-là me fascine. Disney, OK, j'en parle souvent. Il y a une chaîne qui existe sur YouTube qui s'appelle Defunctland, comme Defunctland, comme ça s'écrit. Okay. Et ça traite d'attractions qui sont désuètes, qui ont été mis au rencard, de sections, de parcs d'attractions qui n'existent plus, de tout ce qui est lié aussi à Disney. Il y a il est très focusé Disney. Et je me suis rendu compte qu'il y avait des maniaques de Disney. Nous autres, on peut aimer certains films, mais il y a des gens qui vont dire « Hey, la moulure sur telle clôture dans telle section du parc, elle a été là de 89 à 92, elle a été retirée, puis on l'a revue plus tard. » Puis, c'est vraiment granulaire. Et ça peut être limite un peu lourd, mais Defunctland fait des vidéos là-dessus extrêmement divertissantes. Et la semaine dernière, je m'étais dit, hey, ça fait un bout que j'ai vu d'un de ses vidéos, puis je l'aime, le gars, il fait du bon contenu, c'est tout le temps bien amené, c'est tout le temps bien traité. Ça fait un bout, qu'est-ce qui se passe avec lui? Je suis allé sur sa chaîne, pas de vidéo depuis 8 mois, genre. Okay. Et là, le lendemain, dimanche, il sort une vidéo, comme si ça a donné comme ça. Et son vidéo, c'est très américain, il focus sur les 4 notes qu'on entendait sur le Disney Channel à l'époque, dans les années 90. Donc, tu sais, vous connaissez les bumpers de télévision, NBC en a, CBS en a, toutes les stations de télévision, même au Québec, en ont. C'est que tu as le logo, puis là, mettons, tu as ping, 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 ping. Là, tu reconnais genre une association des notes à la marque. Et Dong Disney, Dong. Comme Dong Dong, voilà, comme pour Netflix, exactement. Il a failli être d'ailleurs un dindon à un moment donné, hein, au départ. Ah oui. Il pensait que c'était il voulait faire un dindon. Donc, il a focusé sur les 4 notes qu'il entendait dans le Disney Channel dans les années 90. Puis il s'est dit, hey, ce gars-là qui a fait les 4 notes, je sais pas c'est qui. Fait que là, il est parti dans son propre clickle à essayer de dénicher c'était qui le compositeur des 4 notes. Et il a sorti une vidéo de presque 2 heures. C'est 1h40, genre, où c'est sa recherche à lui, puis les intervenants avec qui il fait appel, puis l'historique de la chaîne, puis son processus, puis il ramène ça à c'est quoi être un artiste, puis c'est quoi être un YouTuber versus un documentariste, puis est-ce que j'ai... Puis à un moment donné, finalement, il met la main sur qui a composé les notes. Je ne vais pas spoiler trop, mais il dit, est-ce que j'ai le droit, moi, de donner son nom comme ça à l'univers, parce qu'après, il va être associé qu'à ça pour sa vie. Ouais. Et je l'écoutais, puis à la fin, là, j'avais les larmes aux yeux. Parce que parce que pour vrai, ça a l'air passionnant. À la fin, c'était comme à propos de c'est quoi être un artiste, puis c'est quoi tu sais, je parlais tantôt de patauger au pied de géant, là, puis c'est quoi tu contribues à cette marée-là. Puis j'étais, hey man, c'est juste comme 4 notes dans des bumpers de Disney Channel des années 90. Je devrais pas être ému comme ça, mais ça parle d'un homme, d'un compositeur, puis de son œuvre. Puis c'est super bien amené, c'est son meilleur vidéo à date. Je vous encourage à l'écouter. Et oui, il traite des Muppets et de Fraggle Rocks, Gauthier et Laurent, donc il y a matière à vous retrouver là-dedans. La chaîne, ça s'appelle Defunctland. C'est pas compliqué, c'est le dernier vidéo qui est sorti. Installez-vous, puis enjoy the ride. C'est malade. C'est ça qu'il faisait pendant 8 mois. Il travaillait là-dessus. Il travaillait là-dessus pendant 8 mois. Il faisait de la recherche. Wow. C'est toute une ride. Puis il a fait un truc sur Garfield aussi, puis je vous ai parlé de tout ça au Mystérieux de une couple de mois. Presque un peu. What did the Internet do to Garfield, qui est une autre vidéo de genre 2 heures, puis c'est hallucinant. Là. Ouais, ça me hante. On l'a présenté dans une soirée Discord très tard, puis c'était comme un rêve fiévreux. On était comme, qu'est-ce qu'on écoute, là? Ouais. C'est quoi cette affaire-là? C'est incroyable. Ouais. C'était fascinant. J'aime bien ce genre de clickle-là. Ça t'amène dans des zones que tu peux pas t'imaginer. Ouais. Qu'est-ce qui restait? On est quand même déjà pas mal avancé dans le temps. Laurent, comme tu viens de te joindre à nous, as-tu envie de partager? J'avais juste une autre petite affaire, mais là, je ne sais pas si vous en avez parlé, parce que Ben, c'est toi qui me l'as envoyé, mais on n'a pas parlé la semaine passée, on a oublié, mais
sur Apple TV qui semblerait qu'ils sont les détenteurs de Fraggle Rock, justement. Ouais. Il y a, non seulement il y a les vieux épisodes qui sont en ligne, mais il y a un nouveau spécial qui s'appelle Night of the Lights, un spécial de Noël qui est disponible en streaming depuis le 18 novembre. Donc, ça fait 3 jours que si vous avez pas... si vous avez besoin d'un fixe de mopette de Noël, puis qu'il y en a eu... Vous êtes tanné des vieux mêmes. Comment pourriez-vous? Mais je peux comprendre qu'on veut des fois. Il y a un Fraggle Rock de Noël, c'est la chose qui s'approche le plus. Fait que, écoute, entre 2 John Denver et Muppet de Noël, vous pouvez placer ça. Et le meilleur, le Muppet Family Christmas, qui, avant que les propriétés soient divisées en Disney et compagnie, ben, tout le monde est là. Sesame Street est là, des Muppets sont là, puis les Fraggle Rock sont là. Et ils sont dans un chalet pour le temps des fêtes et c'est la chose la plus fucking jouissive que j'ai jamais vue de toute ma vie. Là. Il y a au moins 300 animateurs, ça n'a pas rapport. Là. Il manque juste Superman puis tout le monde est présent. Là. C'est insane. Maintenant, ça n'arrivera plus. Je pense d'ailleurs c'est pour ça qu'il n'est pas disponible en DVD parce que les propriétés appartiennent à différentes divisions. Là. Sesame Street est resté sa propre affaire. Puis Muppets a été vendu à Disney il y a plusieurs années. D'ailleurs, ils ne savent pas trop quoi faire avec la franchise, hein, mais c'est à eux autres que ça appartient. Toi, Laurent ou Gauthier, avez-vous un dernier truc à partager avant qu'on prenne une petite pause? Parce que moi, sinon, j'ai quelque chose. Ben, moi, j'ai peut-être une petite invitation pour les membres Patreon des Mystérieux Étonnants. Yeah. Si jamais ça vous intéresse de lire mon projet Checkpoint 1030, envoyez-moi un message sur le Discord avec Checkpoint 1030 puis votre adresse courriel, puis je vais vous envoyer je pourrais vous envoyer un petit certificat cadeau pour comme les 3 premiers mois, si ça vous tente. C'est malade. Fait que c'est ça. Petit cadeau pour les membres du Discord, Patreon. Fait que juste m'envoyer votre adresse courriel, puis je vais vous envoyer par la poste un petit quelque chose qui va vous permettre de vous abonner pour les 3 mois au projet. Même si vous êtes déjà abonné, envoyez-moi votre courriel, puis on va s'arranger ça. Puis pour les gens qui seraient intéressés, la plateforme où tu édites cette nouvelle-là, c'est pavillon.ca avec un S. Pavillon avec un S.ca. Génial. Toi, Jake, t'avais-tu un dernier truc ou tu... Non. Parfait. Sinon, moi, je vais vous gosser vraiment rapidos parce que j'avais vraiment envie d'en parler parce que c'est quand même des petits potins hollywoodiens, mais que j'aime bien. Vous connaissez Chris Hemsworth, c'est l'acteur qui incarne Thor. Récemment, il est en train de faire une tournée pour Limitless, c'est sa nouvelle série sur Disney+, dans laquelle l'acteur essaie de rentrer dans une quête pour obtenir la jeunesse éternelle. La fameuse fontaine de jouvence, comme dirait Simon Chénier. Et durant le tournage du 5e épisode, l'acteur était quand même assez chamboulé parce qu'il découvre qu'il possède 2 copies du gène APO E4 qui vient de son père et de sa mère, qui le rend 4 fois plus susceptible à développer la maladie d'Alzheimer. Moi, ça me terrifie. Ma grand-mère a eu ça du côté de ma mère, puis ça... Je veux pas finir de même. Là. Et suite aux révélations, il a décidé de prendre une pause et de passer plus de temps avec sa femme et ses enfants. Il spécifie par contre qu'il ne prend pas sa retraite. C'est juste que là, il a terminé ses engagements. Il a terminé Extraction 2 puis Furiosa, qui est le préquel de Max de Fury Road. Là. Mad Max Fury Road. Voilà. Même Disney, il a demandé hey, veux-tu qu'on retire ce segment-là de l'épisode? Puis il a dit non, je veux qu'on le garde comme une... Parce qu'il parle beaucoup aussi de s'occuper de soi, de bien manger, faire de l'exercice, ce genre de choses-là. Donc, gardez-le, autant que ce ne soit pas trop dramatique. Ce sera une leçon pour les gens. Donc, il va prendre une petite pause, ce petit bonhomme de Chris Hemsworth. Et sinon, vraiment rapidos, décidément, aujourd'hui, on est dans les droits d'auteur et comment tout ça est divisé. Il y a Variety qui rapporte que Sony et Amazon viennent de signer une entente qui fait en sorte qu'ils vont développer plusieurs séries de télé basées sur des personnages de Marvel Comics. Là, vous dites pourquoi? Sony, c'est quoi le rapport? Ben, Sony possède les droits de Spider-Man. Oui, ils ont fait une entente avec Marvel Studios pour prêter le personnage dans le cadre du MCU, mais ils ont encore même mis sur 900 personnages associés à celui-là. 900? 900. Donc, à chaque fois que Marvel doit ramener un nouveau personnage ou introduire un nouveau personnage lié à Spider-Man, il faut qu'il demande la permission de Sony. C'est comme ça que ça fonctionne. Et tant que Sony développe des projets liés à Spider-Man, ben, il garde les droits. Ce qui doit faire vraiment plaisir aux gens du MCU d'apprendre qu'aujourd'hui, ils viennent de signer avec Amazon, qui est sans doute un de leurs compétiteurs directs à Disney+. Donc, oui, je parle d'Hollywood, mais
regardez comment tout ça se compose. Je trouve ça, moi, ça me fait sourire. Premier projet confirmé, le seul à date, ça s'appelle Silk Spider-Man Society, qui est en fait une série basée sur le personnage de Silk, créé par Dan Slott et Humberto Ramos dans leur fameuse série de Spider-Man qui a duré 6 ans du côté de Marvel Comics. C'est une super de run de Spider-Man que j'ai bien aimé. On avait traité de Superior Spider-Man là-dedans. Il y avait eu plein de Silk, rappelle-moi, là, le personnage ressemble à quoi? Ben, j'y allais justement, mon Jake. Elle s'appelle Cindy Moon. C'est une Américaine d'origine coréenne qui est mordue par la même araignée que Peter Parker et qui est enfermée pendant plusieurs années dans un bunker. Une fois libérée, elle part à la recherche de sa famille. C'est très lié à Spider-Man dans ses origines dans les comic books. Je ne sais pas comment ils vont le traiter dans les projets de Sony parce que les projets de Sony sont son propre multiverse. On l'a compris avec Spider-Man No Way Home. Donc, je ne sais pas comment ils vont gérer tout ça. La showrunner de la série, c'est une certaine Angela Kang qui était la showrunner pour The Walking Dead. Donc, c'est pas n'importe qui. Elle sera exécutive sur le projet aux côtés de Phil Lord et Christopher Miller. C'est un duo de scénaristes, de réalisateurs et aussi de producteurs de Hollywood, du côté d'Hollywood. Ils ont aussi coproduit Spider-Man Into the Spider-Verse, le film d'animation qui est, fait, ma foi, très, très bon. D'ailleurs, Sony a fait déjà plusieurs trucs basés sur l'univers de Spider-Man. Venom 2, c'est Let It Be Carnage. Morbius. Décidément, ils ont des super bonnes éditions. Ils sont en train de développer Craven the Hunter, Madame Web et les deux prochains films d'animation de Spider-Man. Donc, qui sont... ça donne le... C'est mais vraiment Craven, il me tente en esti, par exemple. Pour vrai? À cause du réalisateur. C'est qui le réal? C'est J.C. Chandor. Le gars dans Ghostbusters? Non, J.C. Chandor, c'est celui qui a réalisé A Most Violent Year. Ah oui. Le film que Gauthier puis moi on aime full. Que j'ai pas compris pourquoi vous êtes capoté sur ça. Tu m'as dit c'est ça comme un film. Ouais, exact. Il vend de l'huile. Il a réalisé dernièrement un film sur Netflix qui est super bon avec Ben Affleck. Puis c'est des gars là, qui vont chercher l'argent en hélicoptère. Puis que l'argent est trop lourd. Là. Je me rappelle pas. De Final Frontier. Where de ce titre, genre. On s'en crisse. OK. Ça me fait rire des Réaction en chaîne. Ben voilà. Voilà, c'est ça. Des titres interchangeables. Mais bref, J.C. Chandor, c'est un réalisateur que je suis. Que t'aimes beaucoup. Puis je l'aime bien, ouais. Excellent. Et puis Jake, juste à dire que le 4 juillet, ils vont sortir l'omnibus de Immortal Hulk qui collectionne toutes les Hulk. Tu sais, le genre de livre que tu peux juste pas lire, là. C'est trop gros, là. Ça va être 185 et 63 canadiens. Vous avez toutes. Les 1 à 50, puis tous les dérivés qui étaient liés à la série. Fait que... Moi, j'ai la bonne version. Là. C'est les gros livres, mais il y en a juste 4. Il y en a juste 4. OK, c'est bon. C'est parfait, ça. Ça, c'est vraiment pour les collectionneurs là, un petit peu motivés. Puis la même date, ils vont sortir les Marvel Zombies. Puis ils vont appeler ça Marvel Zomnibus. Il y a un gars qui est payé très cher pour arriver avec ce titre-là. Et il doit être fier de sa shot. Ils se sont donné des high-fives puis ils ont fait de la coke avec ça. Tu sais que, hear me out. Hear me out. Zomnibus. Tout le monde comme, wow, yeah, let's go. Hey, je vous dire que j'étais de passage au Voyeur de Vue aussi avec notre ami Yannick Belzile, notre frère de podcasting. On a parlé des épisodes 7 à 10 de Andor. La série de Marvel, de Star Wars, pardon. Fait que tu l'as vu, Andor. Moi, j'adore Andor. C'est fucking malade. Il y a des cycles dans la série. Et le dernier cycle est, toute catégorie confondue de science-fiction, une hostie de bonne histoire. Oubliez Star Wars, là, c'est une bonne histoire. Ben, t'es pas le premier là, qui me le conseille. Là. Il y a beaucoup de gens qui sont comme, même si t'es tanné Star Wars, là, il paraît que c'est Andor, c'est fucking solide. Ouais, c'est à un autre niveau. Puis on pourra s'en reparler. Ça va faire partie probablement de mon top de fin d'année Andor. Sinon, on prend une petite pause. Je vous rappelle qu'on est capable de faire tout ça grâce à vous, hein, les gens à la maison. On a un Patreon. Si ça vous tente de nous encourager, allez sur mystérieuxétonnant.com. En haut à gauche, il y a un bouton faire un don. Vous cliquez là-dessus, ça vous amène vers Patreon. Puis en échange d'une contribution, c'est même pas un café là, par mois, là, c'est ridicule. Vous avez accès à plein de cadeaux. Bifurcation, qui est un podcast exclusif aux membres Patreon. On a recommencé le cycle des frères Coen. Et donc, on parle de No Country for Old Men.
au prochain épisode qui va sortir cette semaine. Et après, Burn After Reading, qui est aussi un excellent film des Coen, qui est une comédie que j'ai adorée avec J.K. Simmons et John Malkovich. Il y a bien du monde là-dedans. Vous avez aussi accès à Terre humaine chez Isdor, le podcast dédié à Terre humaine, la série très brune, québécoise, Terre humaine, que je sais pas pourquoi, mais le monde est triple là-dessus. Là. C'est vraiment weird. Faites en sorte qu'on existe, que Noël chez Isidore existe, qui est le podcast spin-off sur Noël, et Terre Kaiju, qui, ça a l'air, reviendra pas en novembre, mais en décembre, possiblement. Là. Ouais. C'est ça? C'est ça, oui, voilà. Si vous ne pouvez pas nous encourager financièrement, partagez le podcast, donnez un petit 5 étoiles sur iTunes. Ah oui, c'est ça, vous avez aussi accès au Discord des Mystérieux, quand vous donnez au Patreon des Mystérieux Étonnants. Puis c'est comme l'Internet, mais sans trou de cul. C'est vraiment très cool. On est sur Apple Podcasts, Google Podcasts, Stitcher, Spotify, Amazon Music et les archives complètes des Mystérieux Étonnants. Donc les 775 sont disponibles sur notre site. On peut juste en mettre 300 à cause des restrictions du fil RSS, mais ils sont tous sur le site Internet des Mystérieux. On est sur Facebook, Twitter, tant que Twitter existe encore, Instagram et mystérieuxétonnant.com. On prend une petite pause et on revient avec le sujet de la semaine, Radiant Black Volume 1. Bravo tout le monde, Yeah. bravo. Oui. Yes. Yeah. Somnibus. On l'a fait. Zomnibus! Omnibus. Vous écoutez Les Mystérieux Étonnants, maintenant parler du sujet de la semaine. Et cette semaine, il s'agit d'une bande dessinée de Image Comics, Radiant Black Volume 1, qui collectionne les premiers 1 à 6 numéros, les premiers 6 numéros de la série, écrit par Carl Higgins et dessiné par Marcelo Costa, à part le dernier numéro, ce n'est pas lui. Comment résumer rapidement l'histoire? On suit le personnage que j'ai oublié de... Ah, Caroline. J'ai oublié de pogner le nom du personnage principal, puis j'ai une mémoire de poisson. C'est quoi le nom du personnage principal? Colin. Colin. Kyle. Joe. On va dire Kyle. Nathan. Non? C'est Je pense que c'est Nathan pour vrai. Je pense que pour vrai, c'est Nathan. Mais rendu là... This is Nathan for you. OK, hey, ça commence bien. C'est notre professionnalisme Mystérieux Étonnants après presque 17 ans. Donc, Nathan, qui est un chauffeur de Uber, qui a fait le saut à LA, mais qui n'écrit pas depuis plusieurs années. Il y avait à une certaine époque un intérêt pour une short story, une courte nouvelle, qui finalement jamais pris le temps d'adapter un scénario, plutôt un manuscrit complet. Il est endetté, il a 39 000 $ de dette. Quand j'ai vu le chiffre, là, juste, je sais que je lisais une BD, là, mais j'avais chaud. J'avais chaud pour lui. Je comprends. Il décide de retourner vivre chez ses parents. Je pense qu'il est dans la jeune trentaine. Et de renouer avec un de ses amis d'enfance. Et un soir après une bonne buverie, tombe sur une espèce d'énergie qui flotte, un petit trou noir qui flotte, qui émane des couleurs bleues, en prend possession et devient un genre de super-héros. Et c'est lui qui doit composer avec ça. Puis le fait d'être un auteur raté. Puis c'est pas mal ça. C'est malade. C'est ça. Ben, on va faire un tour de table justement pour savoir ce que vous en avez pensé. On va commencer par toi, Gauthier, qui a dit « C'est malade ». Qu'est-ce que t'en as pensé? Ben, moi, j'ai vraiment... peut-être parce que je m'identifie au personnage. Je sais pas pourquoi. Ben, parce que moi, je fais un retour à l'écriture là, dans la fin de la trentaine. Là, fait que je me sens... Je suis pas endetté de 38 000 $, là, mais je me sens un petit peu comme lui, là, tu sais, où tu doutes toujours un petit peu de tes capacités à faire ça. Tu sais, moi, j'approche la quarantaine. Fait que là, tu te demandes toujours est-ce que je suis à la hauteur? Fait que, tu sais, je me suis beaucoup retrouvé dans le personnage, puis j'ai beaucoup aimé l'humour, j'ai beaucoup aimé la dynamique entre les personnages. C'est rare que je lis une bande dessinée où je crie « Oh shit! » pendant que je la lis. Ça m'est arrivé. OK. Fait que, tu sais, pour ça, je dis que j'ai beaucoup aimé ça. Parce que ça l'a agi efficacement sur moi. J'étais comme déçu de voir que... il changeait de dessinateur à la fin, au 6e volume. Ouais. Mais c'est un fill-in. C'est un numéro juste pour acheter un petit peu d'histoire là, qui était bon quand même. Qui était correct, qui était bien, c'est ça. C'est pas vraiment une histoire. Radiant Black, à date, c'est pas tant une histoire de super-héros. Je sais pas comment ça se fait dans le 2e volume, là, mais c'est plus à propos de, justement, le fait de se considérer être un loser. Je pense que c'est plus à propos de ça. Jake, toi, qu'est-ce que t'en as pensé? Ben moi, je suis pas d'accord que c'est pas une histoire de super-héros. C'est même que je dirais que c'est le classique superhero story, dans le sens que je me demandais un peu quoi penser de la BD. Puis un moment donné, il y a une scène, j'ai fait « Ah, c'est ça qui est arrivé. » Puis ça, c'est quelque chose de très cool. Puis ça va revenir un peu à ce qu'on parlait tantôt quand on parlait
de reprise, puis de reboot, puis de tout ça. C'est clairement, c'est une histoire de Spider-Man. Le gars, il avait une histoire de Spider-Man à raconter, puis il y avait des scènes clés, autant avec ses parents. Tu sais, c'est Peter Parker qui a perdu sa job, qui retourne, genre, vivre chez Aunt May. Puis dans, tu sais, je sais pas, là, tu sais, il y a plein d'éléments là-dedans. Puis j'ai fait, au lieu d'écrire une histoire de Spider-Man, il a créé un nouveau personnage. Puis ça, il y a quelque chose que j'admire là-dedans. OK. T'as aimé ça? J'ai trouvé ça correct. Je trouvais que je te voyais, je te sentais tourner autour un petit peu du pot. Ben, c'est parce que je pense que c'est juste pas pour moi, mais tu sais, j'aurais pas de misère à la recommander à quelqu'un qui triple. Okay. J'ai reconnu aussi beaucoup de Invincible là-dedans, une grosse influence Robert Kirkman aussi dans les dialogues. Fait que tu sais, je suis loin de dire que c'est pas bon. C'est juste que moi, ça m'a pas. Je me suis pas reconnu, ça m'a pas touché. Moi, peut-être contrairement à vous, je sais pas encore, mais moi, j'ai vraiment trippé sur le dernier numéro. C'est celui qui m'a le plus accroché. Puis je trouvais que le dessin était meilleur aussi. Ah ouais. Fait que ouais, c'est des goûts, hein. C'est indiscutable. Mais c'est innommable. Voilà, innommable. Fait que voilà. Vas-y donc, Laurent. OK, moi, j'ai trouvé ça pas intéressant. Okay. Dans le sens que, comme Jake, je veux pas dire que c'est pas bon. C'est pas que c'est pas bon, c'est juste pas intéressant. Dans le sens que j'ai l'impression d'avoir... c'est pas incompétent, c'est juste très... middle of the road, je trouve. C'est une histoire que j'ai l'impression d'avoir lu 1000 fois. Je trouve que c'est un peu le cul en deux chaises dans le sens que c'est-tu un origin story de super-héros ou c'est un gars qui veut pas écrire parce que je trouve que les deux ne fit pas du tout ensemble. Dans le sens que le gars, il a un super-héros puis il fait un nouveau pouvoir, il fait voler des trains puis sa réaction, c'est comme « je me reprends en main, je vais aller écrire ma nouvelle qui brette depuis 10 ans ». Hein? Ben, voyons, c'est pas une réaction normale, ça, tu sais. Là, on vient de catcher que c'est exactement ce que Gauthier ferait si éventuellement il développe des super pouvoirs. Il fait comme, bon, ben là, maintenant que j'ai la force de Superman, faut que j'écrive ma nouvelle. Puis, tu sais, comme, je trouve, il va pas explorer ça, tu sais. Je veux dire, comme, déjà, ça fait 10 ans que ça brette ta nouvelle, genre, comme, peut-être que c'est plus intriguant que ça, non? Je vais me lever tôt ou manger des raisins secs. C'est bon pour ma créativité, tu sais. C'est pas lui le vrai héros. Oui, ben là, c'est ça. Là, je trouve que si la twist, que c'est le genre de moi, pour vrai, en plus, je trouve que c'est genre... Il est fucking drôle. C'est genre un Randall de Rossi, là. Ouais, genre, c'est Randall. Tu sais, c'est Randall, mais c'est comme... C'est pas... En tout cas, il n'y a pas une finesse d'écriture spectaculaire, là. Il est juste comme un gars qui est resté dans la petite ville et qui s'en sac, là. Ça aussi, on a déjà vu ça, mettons, tu sais. Fait que, bon, si la twist, c'est que c'est lui qui est un peu plus... un peu plus de edge, finalement, ça devient le personnage principal. OK, c'est intéressant, mais pourquoi on a passé autant de temps sur la maudite nouvelle de Nathan d'abord? Qu'est-ce qui arrive avec son personnage de voleuse de banque? Comme, fait que c'est pas vraiment ça qui s'en vient. Ou c'est mal fait? Je sais pas, on n'a pas lu le deuxième encore. Non, mais j'irai pas, tu sais. Ouais. Je suis pas assez intéressé. J'ai trop rien vu de nouveau dans tout ça pour me pousser à checker le reste. J'ai pas passé un moment super déplaisant, là, je veux dire. C'est bien correct, là, mais comme au final, je l'ai refermé puis je me suis dit, j'ai rien gagné non plus de ça. T'sais. Moi, j'ai bien aimé ça, mais sans plus. J'étais un peu... mais je suis moins violent, je pense, que Laurent au niveau de mon appréciation, mais je pense que j'aurais souhaité une BD à propos de c'est quoi retourner à la maison quand t'as 30 cucs puis t'as pas été capable d'atteindre tes rêves, quand t'as tout misé. C'est ça qui m'intéressait. Les segments tu sais, je comprends là, l'idée d'explorer les pouvoirs, tout ça, c'est parfait, OK, mais c'est pas ça, moi, qui m'intéressait. Les segments où on le voyait réfléchir, où on le voyait travailler la même phrase 3-4 fois, qu'on le voyait douter, le procrastiner, faire des mauvais choix. Moi, c'est ça qui m'intéressait. Ouais. J'aurais pris une BD là-dessus. Puis je comprends l'idée de jumeler les deux, puis je comprends la comparaison que Jake en fait, de dire « Ah non, c'est une histoire de Spider-Man ». Parce que Peter Parker avait ses problèmes familiaux, ses amis, d'argent, pas payer son appart, et ainsi de suite. Et en plus d'être Spider-Man on the side, en fait, sa vie de Spider-Man empiétait sur sa vraie vie. On pourrait même argumenter qu'il y en a une qui est plus vraie que l'autre. Mais j'embarquais pas. Mais je pense qu'il y a quand même une pépite, puis il n'en suffirait pas de beaucoup pour me ramener mon intérêt pour lire le deuxième trade.
Parce que la twist où Ouais. finalement, c'est son ami qui reprend les pouvoirs quand il meurt pendant quelques minutes. Et là, il va peut-être avoir un genre de partage des pouvoirs. Puis là, l'arrivée des autres personnages, ça m'a intrigué mon attention. Ouais. Et j'étais un C'est peu ça, moi, déçu ça m'a du fill-in. surpris. Oui, vas-y Ouais. donc, Gauthier. C'est ça, moi, le dessin m'a pas accroché dans le fill-in, mais Non tu sais, le fait qu'on on passe quand même beaucoup de temps sur le quotidien des personnages. Tu sais, puis vous avez lu plus de comic book que moi, fait que peut-être que ça, tu sais, ça se retrouve dans 1000 autres affaires, là, mais tu sais, moi, ça m'a quand même intéressé. Puis, contrairement à Jake, j'ai plus l'impression que ça s'en va vers du Power Rangers Ouais. que vers du Spider-Man-ish verse. Tu sais, quand j'ai vu les personnages arriver, puis Le c'est ça, design, les couleurs. ouais, c'est ça. Fait que tu sais, peut-être que si moi je serais peut-être plus amené à poursuivre ma lecture vers si ça va vers du Power Rangers. On dit dans le chat, d'ailleurs, que c'est un auteur qui a écrit pour Power Rangers du côté de Boom Studios. Et j'ai entendu que des bons commentaires par rapport à cette série-là. Donc, peut-être qu'il y a une histoire qu'il ne pouvait pas raconter au travers des Power Rangers, qu'il a décidé de raconter au travers de... Ben, c'est ça. C'est quand je dis Spider-Man, c'est pas nécessairement dans le... tu sais, parce que clairement, il n'y a pas les mêmes pouvoirs. Mais c'était plus dans le sens du héros qui a des problèmes personnels très relatable, mais qu'en même temps, il est un super-héros. Mais t'as raison, Power Rangers aussi est là. Daft Punk est là aussi. Ouais. Ça, j'étais que, hey man, tu le sais qu'on le sait, là. il sait qu'on le sait, ouais. J'espère. T'es conscient, là, qu'on pense pas que c'est un design original de toi, là. Mais c'est ça, tu sais, je pense que... Je pense que ça a du cœur, puis ça vient de la bonne place. Ouais. Mais moi, ça m'a juste pas parlé, mais je pense que, tu sais, quelqu'un qui tripe super-héros, mais qui aimerait ça avoir un peu de quoi de différent, j'aurais aucune misère à y proposer ça, puis, tu sais, je comprends que cette série-là puisse bâtir un following, puis... tu sais, l'avez-vous écouté Invincible sur Prime? Non, parce que je voulais lire la BD au complet avant de... Ouais, moi, je n'ai lu des comics, mais tu sais, je trouve que c'est un des problèmes de Radiant Black, c'est que toute la promo met l'accent sur « Hey, si vous ennuyez d'Invincible, vous devriez nous checker », puis ça fait pas le poids. Je trouve qu'il n'y a pas la même écriture, il n'y a pas l'aspect... Tu sais, moi, ce que j'aime beaucoup des débuts d'Invincible, c'est que c'est justement... un peu happy-go-lucky, tu sais, ça fait changement justement des affaires de super-héros dans le sens que c'est comme « Hey, j'ai des pouvoirs, puis comme, c'est cool ». Puis là, il apprend à utiliser ses pouvoirs, mais il n'y a pas justement de problèmes à régler, puis que de familiaux, puis tout. Puis quand ça finit par arriver, ces problèmes familiaux, tabarnouche, que ça devient épique et genre hardcore, puis que tu vois pas ça aller, tu sais. Ouais, c'est incroyable. Fait que je trouve pas que c'est une comparaison qui l'avantage, mettons, si tu t'attends à ce niveau de qualité-là, tu sais. OK. Je vais te donner encore une comparaison musicale. Mon ami Maxime Gervais. Oui. Lui et moi, on a un band en commun qu'on aime beaucoup. Weezer. Ouais. Sauf que moi, j'ai débarqué à Weezer parce qu'à un moment donné, je n'étais plus capable. Lui, il a continué parce que ça y en prend. Fait qu'il est game d'accepter de plus en plus que le band soit lame, juste pour avoir son fixe de Weezer. Pas sûr qu'il formulerait ça comme ça, là, mais... Oui, il est comme d'accord avec moi. Puis, tu sais, à chaque fois qu'il aime un album, il est comme, ben, tu sais, il est pas si bon que ça, mais tu sais, il y a des bonnes idées. Tu sais, il y a des bons riffs ici et là, tu sais. Puis bon, c'est pas une bonne toune, là, mais... Tu sais, j'aime ça l'écouter quand même. Tu sais, il est là. Fait que, tu sais, de ce point de vue-là, je dirais, tu sais, si t'as aimé Invincible, mais il te manque ton fixe, tu sais, oui, je pense que ça peut remplir le fixe. Puis, T'es en train de dire que Radiant Black, c'est le make-believe du Pinkerton d'Invincible. Exactement. D'accord, je te suis. OK, j'ai compris ces références-là parce que Weezer, c'est un des rares bands que j'ai suivi quand j'étais jeune. Donc... Oui, c'est moi qui ai tes vieux CD. En fait. Radiant oui, c'est Black. vrai, c'est moi qui te les ai donnés. Hein? Oui, Ouais. c'est vrai. Radiant Black, c'est pas l'album bleu, en tout cas. Ça, Non, ça c'est pur. Ça c'est pur. Mais il y a un potentiel. C'est pour ça que j'ai l'impression que peut-être que l'auteur a un plan, mais il a juste pas eu le temps de pouvoir le déployer comme il voulait ou
sais, on s'entend, c'est quand même 6 numéros. Fait que, tu sais, c'est facile de dire, mais je comprends que l'écriture est différente, mais c'est facile de dire que Invincible, c'est supérieur. Mais oui, d'accord, mais il y a aussi 3 omnibus qui sont sortis de... Puis, tu sais, c'est complété, c'est fini. Fait qu'il y a un recul aussi là, qu'on a par rapport à ça. Là. Mais je me rappelle d'avoir lu le premier trade Invincible dans le temps puis d'être vraiment hooked. Je comprends. Alors que là, je suis comme... Oui. Mais, tu sais, je sais pas. Si quelqu'un m'arrive et me dit non, il y a comme vraiment de quoi qui se passe plus loin, peut-être, tu sais, je suis pas complètement fermé à l'idée, mais je suis comme pour l'instant... Clairement, il y a une mythologie plus large qui n'a pas été exploitée, là, qu'on a juste effleuré pour l'instant. T'sais, on a des petits indices ici et là, mais pas plus. Peut-être ce qui va me ramener, c'est des gros bonhommes qui se tapent dessus, là, genre comme des Power Rangers, justement, des gros robots. Ouais, c'est sûr que si tu me dis, hey, finalement, les méchants, c'est des kaiju, je vais être comme, OK, ben, j'arrive. Ouais, mais d'ailleurs, Laurent, ça fait une couple de fois que je vais t'en parler, mais j'oublie toujours. T'as vu qu'il y avait une série, c'est genre Power Rangers versus Godzilla. Hein? Oui, ben, j'espérais qu'on en parle au show. On va en parler à Terre Kaiju. On va les scooper, ça sera la semaine prochaine, Laurent. Mais Ben, on voulait te réinviter pour vrai? ça. En fait, oui, puis on t'en a même parlé. Ça se peut, j'ai une mémoire de poisson. Ben, ça intéresse tout le monde, cette conversation-là. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui avait quelque chose à rajouter par rapport à la BD? Qu'est-ce que vous avez pensé de l'art? Moi, j'ai adoré. J'ai bien aimé ça. Je trouve ça super beau. Puis j'ai détesté le 6e. Je trouvais que les proportions étaient fucking weird. Puis j'étais... je pense que ça m'a même nuit à mon appréciation du 6e numéro. OK. Moi, j'ai même pas catché que ça changeait de dessinateur. Oh, bon, là. Ouais, Ceci dit, ben non, mais peut-être que rendu là, le design était en diagonale. Par contre, je me suis quand même rendu compte que soudainement, un des personnages avait des seins alors qu'il n'en avait pas avant. Qu'on sache que c'était une femme. Ah oui, c'est comme ça qu'on l'a développé. Là, j'étais comme, voyons, c'est bien bizarre ça, mais là, en fait, si ça change de dessinateur, ceci explique peut-être un peu cela. Mais sinon, j'ai trouvé ça, encore une fois, correct. Adéquat. Mais, adéquat, voilà. Adéquat. Adéquat. Ça révolutionne rien, mais c'est... ça. Ça fait un 70%, là, tu sais. Égal à son propos, là. C'est ça. Mais il y a juste une affaire, moi, qui m'a gossé là, dans le dessin. C'est sa mère. Je trouve qu'il... T'es capable de dessiner une fille plus vieille que ça, là. Elle a l'air d'avoir 30 ans, genre. Ouais. Ça m'a gossé, là. Ça m'a gossé terrible, parce qu'en tant que dessinateur, t'es comme... Rajoute 2 lignes, puis t'es correct, man. 2 lignes, 7, là, puis t'as fait la job. Il y a peut-être le même syndrome que le dessinateur de Lock and Key, où est-ce que tous ces personnages ont l'air d'avoir 8-20 ans. Ouais, c'est ça. T'as un petit gars de 8 ans, puis il a l'air d'en avoir 20. T'as une grand-maman, puis il a l'air d'en avoir 20. C'est ça. Une affaire qui est à noter, que peut-être que j'ai vu ailleurs d'un autre BD, Laurent, rappelle-moi si c'est un truc que tu as déjà vu. Pour le lettering, à un moment donné, il y a une bulle, puis des personnages, le personnage est à l'intérieur, puis il y a 2 personnages qui jasent à l'extérieur, et la bulle, tout est écrit, mais la police de caractère est floue. Comme si on entendait. Puis, tu sais, moi, j'ai des gros problèmes d'audition dans la vie, là. Tu sais, je suis à moitié sourd. Puis, à chaque fois que j'explique aux gens, tu sais, qui comprennent pas, c'est comme si j'entendais flou. Puis là, de le voir visuellement, j'étais comme, man, c'est drette ça. C'est drette ça. Je trouvais ça hot. Je pense que c'est la première fois que je voyais ça. Oui, c'est un bon outil de storytelling. Puis, est-ce que vous pensez qu'on est dans un univers où il y a déjà des super-héros? Parce que la police, là, elle n'a pas l'air de... Elle réagit pas tant fort que ça. La police, mais personne qui volent dans leur ville. Ouais, c'est ça. Quoi, Jake? Je confirme qu'il y a des super-héros. Parce que dans le background, on voit les nouvelles et on voit Savage Dragon. Non. Donc, c'est dans le Imageverse. C'est dans le Imageverse. OK. That's radical, man! Donc, c'est pour ça que les coches sont comme des d'autres qui volent dans notre ville, c'est pas tant weird. Exact. C'est pour ça que les gens sont comme, hey, viens nous aider avec notre char en panne, de d'autres qui volent. Super-héros sur Twitter, c'est comme normal. En sachant ça, on dirait que ça rend ça plus sympathique.
Ouais. Ben, on dirait que je me pose moins, que je suis moins outré qu'il soit pas plus genre, wow, qu'est-ce qui se passe que ça? T'sais, c'est comme, ah ouais, ben j'ai grabé un truc, j'ai des pouvoirs là, comme tout le monde, genre. Ça fait plus de sens. Il y a un potentiel de crossover avec Darkness puis Witchblade. Est-ce qu'ils sont. Ben oui. C'est-tu ça le- dans le Imageverse, ça? Ouais, est-ce que le top cover, c'est le Imageverse? Hey, je le sais plus, là. Parce qu'il n'y a pas grand monde dans le Imageverse. Hein? C'est Plus maintenant, non, c'est c'est ça qui ça. arrive. Ils ont crissé leur camp une partie chez DC avec Wildstorm. Fait que... Exact. Puis même à la base, je veux dire, ils ont fait quelques crossovers parce que c'était les créateurs originaux, mais tu sais, dans les comics, les vrais crossovers qui se faisaient, c'était quand même rare. Je sais que Savage Dragon Invincible, c'est dans le même verse. Spawn. Mais Est-ce tu sais, que là, il les est Ninja arrivé là- Turtles sont pas avec Savage Dragon aussi ou c'était Ouais. juste un ponctuel, un crossover? Ça, je sais plus si c'est le cas, mais c'est parce qu'à un moment donné, les Ninja Turtles étaient publiés et édités par Rick Larson chez Image Comics. Ouais. Fait qu'il s'amusait à. Mais tu sais, je sais pas, tu sais, genre Witchblade, puis tout ça, même sais Spawn, tu sais, ça me surprendrait pas que McFarlane l'ait retiré du Ben, Imageverse. Il y a plein d'histoires qui sont plus canons. Tu sais, Spawn a quand même fait un crossover avec les Wildcats, puis les Wildcats sont rendus chez DC. Donc, Ça, ouais. moi, je l'ai en single, cette série-là, mais sinon, il y a plein d'affaires. Là, qui, tu sais, je sais ils refont les rééditions en omnibus de Spawn en ce moment, puis il y a des histoires qui sont juste pas là parce qu'ils n'ont pas pu libérer les droits. Puis, Puis tu sais, pour Spawn, c'est fucked up parce que là, t'as toute l'histoire de Chapel, qui Mhm. est le tueur de Al Simmons, mais qui est créé par Rob Liefeld. Yep. Puis le même Rob Liefeld n'a pas le droit de ses propres personnages. Fait que, tu sais, puis ça, je me rappelle, ça avait fait un chiard dans la série télé là, de HBO, là, parce que Chapel, il est là. Fait que là, Chris, tu sais, en tout cas. Ils sont une affaire de devenus droit d'auteur. la bête qu'elle essayait de contourner, je sais pas. Si je voulais dire de quoi d'intelligent. là. Dresse. Fait que toi, t'es un mercenaire, ok? Tu tues du monde, là. Ouais. Peins une tête de mort là, dans la face. Mais là, ouais. en loadant tes guns avant de tirer du monde. Tu t'appelles Chapelle. Faut pas questionner leur choix artistique, Jake. Et c'était ça. Qu'est-ce que tu veux? C'est les années 90, man. T'as pas besoin de justifier rien. Tout était fucked up. Tout était whack. Avec assez oui. de coke, tout est possible. Tout est possible, man. Il était plein de sucre, plein de coke, puis plein d'encre. C'était parfait. Hey, on va se laisser, messieurs, là-dessus. Oui, c'est là-dessus. Moi, je peux Eh pas topper boy, sur cette sage parole. Yes. Puis, ben, faites attention, vous autres, aux gens à la maison. Allez vous faire booster si vous avez l'occasion de le faire. C'est important avec l'arrivée des fêtes. Faites-le avant que tout le monde se garoche. Là. Ça, c'est aussi très important. Puis, on se dit à la semaine prochaine. Yes. Bye bye. On se voit sur Salut. Discord pour les gens qui sont sur Discord. Bye. OK, bye.